Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et non, ce n'est pas une vidéo d'excuses, je n'ai rien fait de mal. Oui, je fais une petite blague parce que je sais qu'en général, quand les youtubeurs font des viols ou des agressions sexuelles, après ils viennent s'excuser sur un fond blanc, toujours la même technique. Bref, du coup, ça me faisait. Quand j'ai juste allumé ma caméra, j'ai vu le fond blanc, je fais, allez, hop, fallait que je fasse une petite vanne là-dessus. Euh, du coup, comme vous voyez, je suis pas chez moi, donc je profite que tout le monde soit occupé dans la famille pour faire ma petite vidéo, une petite vidéo qui va peut-être durer 30-40 minutes, je sais pas trop, où on va revenir sur à la fois Stand and Deliver que j'ai regardé en direct, dont j'ai partagé des stories que vous verrez sur la gauche, où j'ai donné mon avis à chaud. Ensuite, j'ai vu la nuit 1 de WrestleMania il y a enfin, hier matin, enfin bref, oui c'est ça, enfin dimanche matin du coup. Pareil, j'ai react en story à chaud. Et ensuite, là, il y a 1 heure, au moment où j'enregistre, il y a une petite heure, j'ai fini de regarder la nuit 2 de WrestleMania, donc le lundi matin. Donc voilà, donc je ferai mes petites stories juste après pour mon Instagram. Et je vous les mettrai comme ici. Même si techniquement pour la nuit 2, mon avis à chaud est plus dans la vidéo que sur les stories qui seront du coup verrées et l'avis sera peut-être travaillé différemment. Donc, on va faire la vidéo d'une manière simple. Je vais d'abord donner mon pronostic et tout parce que pour WrestleMania Eternal Ever, j'avais mis un long post entre guillemets, de pronostics sur ma partie communauté. Donc je vais revenir là-dessus et donner mon avis de manière assez concise par rapport à ce que j'ai mis sur Instagram, sauf pour la nuit 2 où là je vais donner mon avis à chaud, histoire que voilà, on aille assez vite et que vous ayez un avis global et assez rapide. Donc, pour la nuit, enfin pour Stand and Deliver, du coup on a commencé avec le match entre Lash Legend et Jakar Jackson, Fallen Henley et Jessie Jane, Tatum Paxley et Gigi Dolin, et Roxanne Perez et Cora Jade pour devenir aspirant au titre de la WWE. J'ai noté ma hype qui était de 15%. Ma hype était très très basse. Ce genre de match, je déteste. Voilà, déjà les matchs à 4 quand il n'y a pas d'équipe, la WWE galère à écrire ces matchs-là. Mais alors, quand c'est avec des équipes, c'est encore pire. Parce que les matchs ne font jamais sens. Tu peux faire le tag avec tes adversaires et tout. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Je déteste ces matchs-là. Mon pronostic, c'était Roxanne Perez Roxanne Perez et Cora Jade. Histoire de continuer à présenter Roxanne au roster principal, puisqu'il y a des rumeurs comme quoi après WrestleMania, elle sera amenée au roster principal et cela pourrait se confirmer avec l'agression qu'a subie Bailey, voilà, que tout le monde pense, et même moi le premier, que c'est Roxanne Perez et que du coup ça va les amener à avoir une histoire après WrestleMania. Donc voilà. Et finalement, bah, on a eu un match, comme j'ai mis pour moi, qui commence très mal. J'ai mis heureusement que c'était dans le pré-show, parce que c'était pas ouf. Euh, j'ai noté qu'il faut vraiment que la compagnie arrête les matchs avec 4 équipes parce que ça ne fonctionne pas dans le ring, c'est trop bordélique pour être bon, et c'est vrai, c'est méga bordélique. Au bout d'un moment, tu comprends plus qui est avec qui. Alors, par exemple, pour moi qui connais bien ces 4 choses-là, c'est pas trop un problème. Mais imaginez, alors moi par exemple, j'ai une amie qui ne connaît pas le catch qui m'avait envoyé un message, d'ailleurs il faut que je lui réponde en mode ah ouais, est-ce qu'on pourra revoir ces shows-là ensemble. Donc je pense que je vais lui dire on regardera que les bons matchs ensemble, voilà, les matchs mauvais, il n'y a pas besoin de les voir. Mais par exemple, imaginons qu'elle me fait ouais non mais j'ai juste envie de voir un show complet pour voir comment ça se passe. Dans un show comme ça particulier, on est quand même dans le meilleur show d'NXT de l'année, ou WrestleMania le meilleur show de l'année. Et voilà, et je lui dirais ok. Sauf que si elle voit ce match-là, elle ne comprendra jamais qu'est-ce qui se passe, qui est avec qui, pourquoi des gens font des tags avec leurs adversaires. Enfin, faut aussi penser à ces gens-là. Faut pas penser que aux gens qui regardent le catch depuis des années, il faut aussi penser aux nouveaux fans qui arrivent, qui découvrent, il y en a sûrement toutes les semaines. Et, euh, et du coup, ce genre de match, c'est catastrophique pour la compréhension de ces personnes-là. Moi, je comprends parfaitement ce qui se passe parce que bah, je connais les catcheuses, mais je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas ces catcheuses-là, et là, bah, c'est un enfer.
Et c'est horrible parce que ben c'est comment dire, ces personnes-là ne peuvent pas comprendre ce qui se passe parce que c'est mal foutu, c'est brouillon, c'est à un moment donné, je crois que c'est Roxane Perez qui fait le tag avec je sais même plus avec qui, mais qui n'est pas son allié, et tu te dis mais c'est complètement con. Le New Day avait déjà montré à quel point c'était con en faisant en sorte d'être tous les deux dans le ring, en faisant tomber l'un sur l'autre. Du coup, ils auraient gagné et perdu en même temps. Enfin bref, c'est débile. Je déteste ces matchs-là. J'aime que le résultat n'était pas ouf non plus, parce que j'aime bien Gigi, j'adore Tatum Paxley, ça vous le savez très bien, pour ceux qui voyaient mes reviews de NXT, surtout sur la période où Tatum commence à prendre beaucoup d'importance avec Lyra Valkyria, avant qu'elle retombe dans la mid-card et disparaisse, entre guillemets. Mais j'ai dit d'un côté, voilà, le résultat pour moi c'est pas le meilleur. On aurait dû faire gagner Roxane Perez et Cora Jade, mais à ce moment-là, j'avais pas encore l'info que Bayley s'était fait agresser. Donc une fois que Bayley avait été écarté du match par équipe, bah effectivement, que Roxane Perez ne soit plus dedans, c'est plus très grave. Et en même temps, ce que je trouve cool, c'est que même si le match, je crois, aura lieu mardi, sûrement ce soir, parce que je pense que la vidéo sera publiée, César, sera publiée mardi soir. Euh, oui, c'est à toi que je parle. Mais comme la vidéo sera sûrement publiée mardi, bah du coup dans la soirée techniquement, du coup Gigi et Tatum vont combattre les nouvelles championnes par équipe à NXT, si j'ai bien compris c'est ce qui va se passer. Et du coup ça va quand même leur donner une sorte de visibilité, donc ça c'est plutôt cool. Après j'ai mis que même si Cora Jade et Roxanne Perez n'ont pas gagné, pour moi, un meilleur choix ça aurait été Métaphore. La Shannon et Jakara Jackson ont déjà fait des matchs en roster principal, ça aurait été plus logique de continuer à leur donner de la visibilité pour pourquoi pas les y envoyer à un moment donné. Même si ce serait bizarre d'envoyer que les filles dans le roster principal et pas au Romansa, ni Noam Dar, on sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir. Et j'avoue que moi, Noam Dar, c'est vraiment un catcheur qui me manque, hein. J'aime beaucoup Noam Dar, mais voilà. Et j'ai mis, on a le cas Roxane Perez qui m'a dégoûté, puisque bah, en fait Roxane Perez va juste quitter le match, ce qui va éliminer son équipe, parce qu'en plus, encore une fois, quand tu connais pas le catch, tu te dis, bon, normalement, techniquement, tu fais le tomber, tu gagnes, là en plus, c'est un match par élimination, par équipe, enfin bref, c'est un bordel ce truc. Donc voilà, donc on a quand même Roxane Perez quand même qui va éliminer Lash Legend avec un contre de Powerbank à transformer en Pop Rocks qui était magnifique. Mais en dehors de ça, bon bah voilà, elle élimine l'équipe et puis après, quelques temps après, elle se casse. Du coup, Cora Jade elle se fait éliminer. Et puis bon bah voilà, Tatum et Gigi, on termine avec Jessie Jane et Fallon Henley. Donc voilà, déçu parce que bah, finalement, t'as quand même Roxanne Perez qui est l'une des meilleures catcheuses de la WWE à mes yeux et qu'on fait que dalle avec. Alors oui, elle aura éliminé Métaphore du match, et ensuite, bah, on n'en fait rien, elle quitte le match, et on ne la reverra jamais du week-end. Et ça, c'est vraiment peut-être une de mes plus grosses déceptions de ce qui s'est passé à, à Stand and Deliver. Et faites pas attention à mon t-shirt, je vois qu'il est un petit peu... ouais, qu'il y a eu un petit accident, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, par contre c'est chiant, à chaque fois il faut que je revienne en arrière. Donc ça, oui, ça c'était mon retour sur Roxane Perez, il n'y a pas besoin de le montrer hein, sur Instagram. Voilà, je peux partager à quel point j'étais frustré du traitement de Roxane, mais bon. Alors ensuite on a eu le match du coup qui était le vrai opener du show, qui était Ricky Sense contre Ethan Page pour le titre nord-américain. Ma hype était de 50%, voilà, d'un côté j'étais plutôt hype parce que j'aime beaucoup Ethan Page. Après il y a aussi un peu la hype de la découverte de Ricky Sense, que moi j'avais pas encore vu catcher, que je sais qu'il était à AEW, mais bon je connaissais pas plus que ça. Et en même temps, bah, j'avais pas plus de hype que ça, pour la simple et bonne raison, c'est que bah, mon prono s'est vérifié, c'est que Rick Sense allait gagner parce que bah, je vois pas perdre son titre juste après l'avoir gagné. En plus, c'est une nouvelle star qu'on veut construire et tout, un peu comme Ethan Page à son arrivée, ou Giulia, Stephanie Baker, tout ça. Donc je vois mal le mec arriver, devenir champion, perdre son titre aussitôt. Voilà, je trouve que ça aurait été trop bizarre.
Et effectivement, ça s'est confirmé. Donc j'ai noté, on a déjà un meilleur match, peut-être l'un des meilleurs d'Ethan Page depuis son arrivée, parce qu'effectivement, je trouve que le match était vraiment très très bon pour Ethan Page, hein, qui a pas toujours eu les meilleurs matchs, je trouve, à NXT. Hein. Je trouve que par exemple, ces matchs contre Trick Williams, je trouve que c'était pas non plus les meilleurs, et en même temps, Trick Williams, pour moi, c'est pas un excellent catcheur. Hein. Même s'il fera un très très beau main event, ou quand il catchait contre Carmelo Hayes, mais bon voilà, le travail il se fait à deux, donc il y a quand même beaucoup d'aide de l'adversaire. Hein. On en reparlera pour Tiffany Charlotte Flair. Mais voilà, en tout cas, j'ai quand même trouvé que la confrontation était vraiment cool. J'ai mis qu'on a une belle confrontation intense, avec de très bons contres, une fin plutôt sympa. Voilà, même si je trouve que le finisher de Ricky Sands ressemble pas mal à celui de. Alors, il y a de l'exécution un peu différente, mais c'est vrai que dans la forme, ça ressemble beaucoup à celui d'Ethan Page. Un truc qui faisait bizarre aussi, c'est que par moment, Ricky Sands avait un peu. Alors, je pense que c'est son personnage hein, qui est comme ça, mais un peu un acting un peu arrogant, qui ressemble beaucoup au ego de Ethan Page. Donc, c'est l'impression d'avoir deux personnages assez similaires dans le ring. Ça, c'était un peu particulier. Mais ça se donnait à fond. Ça, franchement, ça a été très cool. C'était un bon match. J'ai mis la fin, par contre, était prévisible. Ricky étant nouveau dans la compagnie et champion, c'était logique qu'il ne perdra pas. J'ai oublié un mot. Ce qui est dommage pour Ethan, qui est passé de champion principal à tout perdre en un an. Et ouais, le gars il est arrivé, devenu champion à NXT. Et puis, et puis voilà, finalement, il se retrouve à juste perdre son titre. Et puis ensuite, bah, voilà, pu faire grand chose d'intéressant à mes yeux. Voilà. Je pense qu'il remontera plus tard, mais pour l'instant, voilà. Ethan Page, c'est pas foufou. Après Ricky Sen, du coup, une bonne découverte, mais pas forcément non plus la dinguerie du siècle, je trouve. Voilà, c'est mon avis perso. Ensuite, on a eu un petit match par équipe. Ça va, Loki? Alors, c'est bon. Ensuite, alors c'est pas bon. Ensuite, on a eu le match par équipe Nathan Fraser et Axiom contre Hank Walker et Tank Ledger pour les titres par équipe. J'avais mis une hype de 70% parce que bah, Fraxium, même si je suis pas hyper fan de Nathan Fraser, bah, c'est toujours des très très bons matchs qu'on a de leur part. Ensuite, Hank Walker et Tank Ledger, je trouve que ce sont plutôt des bons catcheurs, même si c'est pas non plus les meilleurs, mais voilà, moi, je les trouve plutôt pas mal. Et du coup, mon pronostic c'était Hank Walker et Tank Ledger parce que je me suis dit, je veux des nouveaux champions. Parce que bon, bah, Fraxium, au bout d'un moment, c'est un coup. Bah, ils ont été champions pendant un long moment. Ensuite, on a Braun Breaker et Baron Corbin qui ont pris les titres. Et ensuite, à nouveau Fraxium. Bref, j'ai envie de dire, on en a bien soupé du Fraxium en champion. Et encore une fois, leurs matchs, à chaque fois, ils sont excellents. On a des très très bons matchs. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, il y a l'envie de nouveauté. Moi, j'avais envie de voir des nouveaux champions. Que je me suis dit, allez, je tente le pari. Hank et Tank, ils vont enfin détrôner Fraxium. Et ça va être sympa. Enfin, j'espère pour eux en tout cas. Et César. César. Et oui, tu sais qu'il y a l'autre qui va t'agresser si tu sors. Donc, dans ma story, j'ai noté, enfin on a des nouveaux champions par équipe, ça fait du bien. Même si du coup, parce que ouais, c'est vrai qu'on voit pas très bien, vous verrez mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, on sortira après, t'inquiète pas. Parce que j'ai mis, voilà, Fraxium, ça fait plus d'un an qu'ils ont le titre, voilà, qu'ils le perdent, le regagnent. Ça fait même peut-être encore plus longtemps, parce qu'il y a eu Baron Corbin et Braun Breaker entre deux. Enfin bref, j'ai mis, ça ferait du bien, ce sera bien de voir du nouveau pour cette équipe.
qui est l'une des meilleures de la compagnie. Parce que voilà, et je serais pas étonné que Fraxium soit comment dire, drafté dans le roster principal. Parce que, bon, bah, même par rapport au roster principal, je trouve que Fraxium est meilleur qu'eux en termes d'équipe et pourrait faire du ravage dans le roster principal. Ce qui ferait du bien parce que les équipes de roster principal, ça tourne en rond, c'est un peu chiant. Donc ce serait bien d'avoir un petit peu de nouveauté. Donc voilà, donc j'ai noté aussi pour Hank et Tank, j'espère qu'ils auront un beau règne, ils sont certes moins bons, en même temps, voilà, faut leur laisser le temps, hein. Ils ont pas non plus des années de carrière. J'ai mis, voilà, ils sont certes moins bons, mais ils travaillent dur pour nous offrir de très belles performances. Donc voilà, comme je disais, ils travaillent dur pour offrir des belles performances. Donc on verra ce que ça donnera. Mais, euh, mais voilà. J'ai eu des inquiétudes hein, parce que c'est pas la même équipe. Mais voilà, ils font des belles perfs. On a eu des très belles choses dans le ring. Voilà, on a eu des très beaux contres. En plus, ça a été un match, comme j'ai mis, qui était génial parce qu'on a un, un peu un versus entre la vitesse et la voltige contre la puissance. C'était trop cool. On a eu un rythme qui a été soutenu, très rapide, quasiment tout le long et tout. C'était génial. Franchement, on s'est pas ennuyé un instant. J'ai mis le seul défaut, c'est d'avoir eu un match gentil contre gentil. euh, Parce que je pense qu'avoir une équipe heal qui bat Fraxium, ça aurait donné un truc encore un peu plus grand, voilà, avec un peu de tricherie, un peu de hit à la fin, que là, voilà, c'est deux équipes qui s'entendent bien, qui sont potes, qui font un très bon match, et c'était très cool. Mais voilà, je pense que ça aurait gagné un petit peu plus à avoir une équipe face contre heal. Mais encore une fois, c'était parfait. Parce qu'un Triple H, il nous dirait dans 2K24 ou 2K25 ou n'importe quel 2K dans le mode Match Game que faut pas faire ça. Donc il nous dit ça et puis après il le fait. Bon, techniquement c'est Shawn Michaels, mais bon, ça revient au même, hein. Alors ensuite, on a eu un des matchs qui, en tout cas en termes de résultats, m'a le plus régalé. C'est le match donc Zarya contre Kelly Jordan, contre Sol Ruka, contre Izzy Dame, contre Lola Vice, contre Thea Hale pour le titre nord-américain, donc dans un match de l'échelle. Donc ma hype était de 80% parce que bah, j'aime beaucoup les matchs de l'échelle. Et aussi parce que bah, on allait couronner une nouvelle championne et tout ça. Moi, ce que j'aime plutôt bien, voilà, ce genre de match où le titre est vacant et tout le monde se bat pour l'avoir. Ça, je trouve ça vraiment très très cool. Donc voilà, ma hype elle était très forte. Et mon prono, j'ai mis une chance sur 6, j'ai eu de la chance. J'ai mis Sol Ruka, j'ai mis J'y crois peu, mais je veux que ce soit elle ou Lola Vice, donc je crois encore moins à sa possible victoire. Mais voilà, pour moi, voilà, Sol Ruka, elle fait des performances de dingue. Dès qu'elle est dans le ring, c'est tellement cool à regarder que pour moi, il était temps qu'on la récompense, et avec ce titre-là, je trouve que c'est parfait. Donc, mon avis, donc j'ai mis match plutôt sympa avec quelques ratages de la part de certaines catcheuses. Effectivement, il y a eu un peu de ratage. J'ai mis Kelani Jordan, du coup, celle qui aura raté pas mal de moves, mais aura apporté de très belles choses grâce à sa voltige. Et oui, bon, Kelani Jordan, hein, je pense que voilà, je le cache à personne, que j'ai jamais été fan de cette catcheuse, hein, voilà. Je sais pas, j'ai du mal, voilà, c'est vraiment la meuf qui n'a aucune consistance, qui est juste, voilà, la face un peu générique et tout. Alors après, dans le ring, c'est très bien, ça, on peut pas le nier. Mais en termes de. Enfin, il n'y a rien qui me donne envie de la suivre. Si elle avait un personnage au moins qui était intéressant, j'aurais envie de la suivre, mais là, pas du tout. Mais au moins, elle fait de la belle voltige, elle fait des belles choses. Ça, c'est plutôt cool. À côté, j'ai mis Lola Vice aura été un peu effacée. Et ça, depuis un petit moment, je veux dire, elle a eu une très bonne rivalité contre Roxane Perez à l'époque où elle avait encore
le contrat là. Elle a eu une très bonne rivalité avec Shayna Baszler, je trouve, même si bon, leur match n'était pas parfait dans le Battleground là, enfin le Underground match. Mais depuis, bah, elle est quand même très effacée. On a perdu un peu cette Lola Vice qui était vraiment la puissance d'NXT, voilà, qui détruisait tout le monde sur son passage. Voilà, elle est passée d'une meuf de la mid-card dont tout le monde s'en fout. Et ça, je trouve ça très dommage parce que moi j'adore Lola Vice. Et ben voilà, c'est dommage. Surtout qu'en plus, avec une victoire sur Shayna Baszler, il y avait clairement de quoi raconter des trucs après. Je veux dire, Shayna Baszler qui avait battu Ronda Rousey, donc tu pouvais se vanter d'être la meuf la plus badass et tout. Lola Vice qui arrive à la battre, tu dis, il y a de quoi raconter des trucs avec tout ça, et finalement, que dalle, on en a rien à foutre. Ça, c'est dommage. Après, Zarya, j'ai noté voilà, qu'elle a montré une belle puissance à certains moments du match, mais n'a pas servi à grand chose, il faut le dire. Voilà, bon, elle arrive en équipe avec Sol Ruka, ils sont restés en équipe comparé à une autre équipe dont on parlera plus tard. Euh, mais, euh, mais Zarya, ouais, elle a pas fait grand chose dans le match, hein. La seule chose dont je me souviens, c'est un peu le moment un peu débile où elle prend l'échelle qu'elle met sur sa tête pour frapper des gens tournant autour d'elle, un peu. Voilà, c'est le seul moment marquant que j'ai noté avec elle, donc c'est pas ouf quoi. Thea Hale, j'ai noté qu'elle a fait un bon comeback, même si je suis déçu qu'elle ait toujours son ancien personnage alors que son clan n'existe plus. Alors effectivement, la musique a changé, l'aspect vestimentaire a changé, mais le personnage en lui-même, où t'as un peu cette fofolle hyper énergique et tout, qu'on avait à Chase University, en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est exactement le même personnage, mais avec des vêtements différents et une musique différente. Et ça, je trouve ça très dommage parce que bah, le fait que Chase University n'existe plus, c'était le moyen de raconter quelque chose. Et malheureusement, bon, bah, ils n'ont pas cherché à revisiter le personnage de Thea Hale, même si elle a fait des trucs plutôt sympas pendant le match. Et j'ai noté que du coup, on a eu, bah, du coup, Sol Ruka pour terminer, que j'adore depuis ses débuts, hein. Effectivement, Sol Ruka, je l'ai toujours adoré. Voilà, dès ses premiers matchs, elle m'a beaucoup marqué par sa façon de catcher et tout, qui est génial. Et j'ai vu que j'avais été déçu qu'elle ne soit pas championne plus tôt, mais je crois qu'elle s'était blessée, donc absente pendant un petit moment. Donc bon, bah, ça c'est les risques du métier. Et pour moi, elle fait partie des meilleures catcheuses in-ring et mérite enfin d'être championne. Donc très content pour sa victoire. Le match en lui-même, dans sa globalité, était plutôt sympa. Ça n'a pas été je trouve, non plus le meilleur match à cause de plusieurs ratages comme j'ai mis. Mais dans la globalité, je pense qu'on a quand même été régalé, on a eu des gros spots et tout. Donc voilà, moi, je suis très content de ce qu'on a eu, surtout le résultat, sans le Ruka championne. Ça pour moi c'est un énorme plaisir. Tac, bon, c'est chiant de devoir redescendre comme ça. Donc ensuite, on a eu un match 3 contre 3. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc The Family, donc Toy D'Angelo, Stax et Luca Crusifino contre Dark States, donc Dion Lennox, Cutler James, Shakon Sugars et Otis Griffin. Alors je sais plus lequel des quatre était plus dans le match, enfin n'était pas dans le match, mais plutôt en extérieur du ring. J'ai mis ma hype, c'est 20%. Voilà, ce genre de match par équipe, ça m'intéresse pas. En plus, j'ai pas trop suivi l'histoire qu'il y a pourquoi The Family contre Dark State, alors que Dark State attaque absolument n'importe qui, enfin bref. J'ai pas suivi le truc, donc forcément ma hype n'était pas très élevée. Et mon prono, c'était que la team de John Lennox allait gagner, parce que bon, bah si tu crées un nouveau clan Hill, bah il faut absolument qu'ils gagnent leur premier ou deuxième match, je crois qu'ils en ont déjà fait un. Mais bon voilà, il faut absolument qu'ils gagnent des matchs pour être crédible, parce que sinon, bah, autant les foutre direct au placard, ça ne servirait à rien. Donc voilà. Alors mon avis,
Voilà. J'ai mis match 3 contre 3 entre The Family et Dark State. Qu'est-ce que j'ai mis? Qui sont quelques, même si, alors, oula, ah oui, match, ok, si je lis mal des choses que j'écris. Match sympa en 3v30 de Family et Dark State, même si quelques soucis sont à noter. Alors j'ai noté d'abord quelques ratés chez Dark State, qu'on peut mettre sur le dos de l'inexpérience des membres qui font leur premier match télévisé pour certains, pour d'autres c'est leur deuxième match, enfin bref, certains sont mais oui, mon petit gars, tu vas sortir bientôt. Et tant qu'il y a Scotty qui est dehors, tu peux pas sortir. Et, euh, et du coup, comme j'ai mis, voilà, on a eu des petits ratages, des fois des petits ratages un peu cons pour rentrer dans le ring et tout. Tu dis, bon, c'était un peu bizarre. Mais bon, on peut mettre ça sur le compte de l'inexpérience. Voilà, ils sont encore assez jeunes, ils vont s'améliorer au fil des années. Ça, il n'y a pas de souci à se faire. J'ai mis ensuite le match s'intéresse plus à la relation entre Tony D'Angelo et Stax. Ça pour moi c'est un vrai problème. Alors c'est pas un problème en soi en termes d'histoire, c'est plus un problème où tu essayes d'asseoir un clan Hill et qu'au final en fait tu ne t'intéresses pas à une histoire qu'il peut y avoir entre le clan Hill et le clan Face qui s'affrontent. C'est-à-dire que là, en fait, la seule chose qui nous intéresse, c'est l'histoire entre Stax et Tony D'Angelo. En plus, j'ai mis le clan Hill gagne uniquement grâce à la trahison de Stax, alors qui a été étonnante, hein, parce que moi, encore une fois, j'ai pas trop suivi les histoires ces dernières semaines. Du coup, ça m'a plutôt surpris. Euh, mais, euh, mais voilà, tu te dis finalement, t'essayes de créer un clan Hill dominant, et en fait, leur victoire sur la plus grande scène de l'année, c'est parce que bah, t'as un gars qui trahit son équipe en face, parce que sinon, bah, il gagnait pas, parce que très clairement, les Dark States ne gagnaient pas sans cette trahison. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très dommage. Après, j'ai quand même noté que faire gagner Darkseid était la meilleure idée pour que ces jeunes-là puissent asseoir leur dominance, hein, très clairement. Mais la façon de le faire, pour moi, était dérangeante. Mais dans la globalité, le match était plutôt sympa, même si des petites erreurs à noter à droite, à gauche, surtout de côté Dark State, qui n'ont pas toujours eu des très très belles exécutions de leurs moves et tout ça. Mais bon, encore une fois, ce sont des catcheurs très jeunes. On passe du coup maintenant au four-way féminin. On avait Stephanie Baker contre Giulia, contre Jordan Grace, contre Jada Parker pour le titre de NXT. Marie pété de 80%. Voilà, je sais pas, ce match il me donnait envie, même si pourtant il y a Giulia et Jada Parker, donc je suis pas hyper fan. Mais le match, je me suis dit, ça peut donner un truc sympa. Et mon prono, c'était que Stephanie Baker allait gagner, parce que je la vois pas perdre son titre aussitôt. Je vois pas l'intérêt de lui donner des ceintures. Enfin, en fait, je vois juste jamais l'intérêt de donner des ceintures pour les faire perdre un mois plus tard. Je sais que c'est arrivé des tonnes de fois pour avoir des champions de transition et tout, mais moi personnellement, je déteste ça. Tu mets quelqu'un champion, faut pas que ce soit juste une question de récompenser ou quoi que ce soit. C'est cool de récompenser le travail des gens, mais il faut aussi créer quelque chose derrière. Voilà. Et en plus, je lui ai dit que si on lui a enlevé le titre nord-américain, pour moi, c'était forcément pour que Stephanie Wacker se consacre entièrement au titre de NXT, donc elle pouvait pas le perdre aussitôt. Et encore une fois, bah, mon pronostic s'est bel et bien confirmé. Comme j'ai mis match moyen, ce qui est décevant pour le titre féminin principal, hein, j'ai très clairement préféré le match de l'échelle. Donc, je vais aller voir. Bon, finalement, il se passe rien. Voilà, c'est juste être, faut savoir, c'est qu'on a 4 chats ici, donc, dont le mien, que vous avez vu 2 fois là en train de me faire un câlin dans le coin, et qui est un peu chiant à gratter la porte. Parce que globalement, dans les 4 chats, il y en a un qui agresse les autres mâles. Hein, les autres mâles que vous pouvez voir juste là. Le mien et Loki. Voilà, donc c'est un peu la galère. Faut gérer tout ça, c'est chiant.
Mais en plus de ça, on a une femelle qui actuellement est en chaleur, donc c'est encore plus la galère parce que elle refuse que les autres chats l'approchent, sauf Loki, le deuxième chat noir. Et comme là elle est en chaleur, bah du coup forcément ça pousse les autres à aller vers elle, sauf que du coup elle les repousse. Enfin bref, je déteste cette là quand elle est en chaleur. Alors déjà que gérer le requin c'est chiant parce qu'il est chiant avec tout le monde. Mais voilà, j'ai hâte d'avoir mon appart, de prendre mon chat avec moi et qu'il soit tranquille parce que bon, c'est la galère. Mais bon, on n'est pas là pour parler de chat, on est là pour parler de catch. Donc voilà, comme j'ai mis match très décevant, voilà, les four-way, c'est pas du tout les meilleurs matchs. Les four-way, c'est toujours deux qui combattent, deux qui dorment en dehors du ring, et ça me saoule. Je déteste ces matchs-là aussi. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est des matchs où il n'y a pas une bonne exécution. Dans les triple straight, en général, tu as une belle exécution, il y a toujours des beaux échanges entre les trois catcheurs et tout. Là, dans les Fatal 4-Way, c'est toujours, ça commence en brawl, et puis bah rapidement, t'en as deux qui dorment, deux qui combattent, et puis une fois qu'il y en a une qui est mise en dehors du ring, t'en as d'autres qui arrivent, et puis bon bah voilà, c'est juste un enchaînement de deux qui combattent, deux qui dorment. Moi, ça me saoule ces matchs-là. En plus, ça décrédibilise totalement les catcheurs qui, à la base, physiquement tiennent énormément des 1 contre 1, et puis qui là, ils se prennent une droite, ils sont KO 10 minutes, le temps que ce soit à leur tour de faire leur spot. Bien sûr, j'exagère sur le temps, mais vous avez compris ce que je veux dire. Bref. Donc j'ai noté Giulia. J'ai pas compris ce qu'elle fout là. Parce que Giulia, on lui a quand même retiré son titre parce qu'elle était blessée. Pour qu'au final, elle soit pas blessée. Enfin, elle soit. Enfin, on sait pas trop en fait. En fait, pour moi, elle est de retour beaucoup trop vite. Euh, voilà, j'ai pas compris. On le fait perdre son titre parce qu'elle est blessée. Finalement, elle est là à peine 1 voire 2 mois après. Euh, j'ai pas compris sa présence ici. Voilà. Après d'un côté, moi j'étais content que Stephanie Wacker elle gagne. Hein. Moi j'adore Stephanie Wacker, mais Giolia, j'ai pas compris pourquoi on lui a enlevé le titre. Parce que en fait, le truc c'est que si sa blessure, il savait c'était une petite blessure, pourquoi l'écarter du ring alors que bah, il y avait moyen de la soigner rapidement, du coup qu'elle garde le titre et qu'elle revienne en pleine forme ici à Stand and Deliver, puisqu'au final elle est là à Stand and Deliver. Donc bref, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé avec Julia. Mais je sais pas si c'est à cause de sa blessure ou pas, mais je l'ai pas trouvé si ouf que ça pendant le match. Ensuite, on a eu Jaida Parker, voilà, qui j'ai trouvé ne faisait pas trop tâche parce que bon, on a quand même Jordan Grace, ancienne championne dominante de la TNA, Stephanie Baker, ancienne championne de la Triple A ou CBLL, je sais plus dans laquelle des deux elle était. On a Giulia, ancienne championne du côté du Japon, de Stardom. Et à côté de ça, tu as Jada Parker bah, qui est beaucoup plus jeune comparé aux autres, qui a une carrière encore très très jeune, hein, qui doit sûrement faire 2 3 ans, voilà, qui a beaucoup moins d'expérience, qui n'a jamais gagné de ceinture, non, qui n'a jamais gagné de ceinture. Et du coup, j'ai trouvé que bah, elle s'en sortait très très bien. Moi qui suis pas très fan d'elle, bah, je trouvais qu'elle s'en sortait très très bien. Elle a fait une très belle performance. Et tu dis, bah, en fait, c'est même fou que Jada Parker, qui a très peu d'expérience, pour moi, ait fait clairement une meilleure performance que Giulia, qui est l'ancienne star de la Stardom. J'ai trouvé ça, je trouvais que c'était dingue. À côté de ça, Jordan Grace, je nommais petite déception. Elle nous avait fait des masterclass face à Roxane Perez. Et là, bon, elle a fait quelques petits trucs sympas dans le match, mais j'ai trouvé qu'elle a fait le minimum syndical. Quand on connaît les performances qu'elle peut faire, notamment ce qu'elle avait déjà fait à NXT contre Roxane Perez, tu te dis, bah, tu sais qu'elle peut faire mieux, et là, bah, c'était pas ouf. Et à côté de ça, bah, Stephanie Wacker, j'ai mis voilà, qui conserve le titre, la meilleure idée, puisque bah, à mes yeux, c'est clairement la meilleure des 4 en in-ring. Après au micro, je sais pas, parce que j'ai jamais vu de promo. Je crois que j'ai vu que des promos de Jaya Parker, les autres j'en ai pas vu, donc c'est difficile de juger là-dessus. Dans le ring, je trouve que c'est la meilleure des 4. Même parmi le public, hein, j'avais l'impression que c'était quand même la plus soutenue des 4.
donc plutôt logique qu'elle reste championne. Voilà, après le match, encore une fois, ça aurait pu être clairement mieux si on avait fait autre chose qu'un four-way. Mais le problème en fait de WrestleMania, enfin ce week-end-là, c'est qu'en fait on veut tellement caser tout le monde ou un maximum de personnes que du coup on se met à faire des four-way, des machins, et que bah du coup la WWE ne sait pas écrire correctement ces matchs-là, et du coup bah ça fonctionne pas en fait. Et ça c'est très très chiant. Et du coup, le main event de Stand and Deliver, du coup on était sur un triple straight entre Oba Femi, Trick Williams et Javon Evans pour le titre de NXT. Ma hype était de 90%, hein, c'est le match de Stand and Deliver que j'attendais le plus. Voilà. Et j'ai mis que pour moi, mon prono ce serait Oba Femi. Tout simplement parce qu'il a été trop dominant, avec eu des adversaires beaucoup plus terribles que Trick Williams et Javon Evans pendant son règne de champion nord-américain pour perdre là comme ça face à Trick Williams ou Javon Evans. Pour moi, c'était impossible qu'il puisse perdre maintenant. Après, j'ai mis on n'est pas à l'abri d'une attaque de Dark State, hein, et puis qui aurait pu faire gagner Javon Evans ou Trick Williams, puisque bon, il y avait des rumeurs hein, que j'avais lues sur internet comme quoi Trick Williams aurait pu être le leader du groupe. Bon, apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais voilà. Du coup, en story, j'avais partagé que la fin de cette Deva était un très beau match entre trois hommes, comme quoi bah, la compagnie est mieux pour les matchs à 3 que les matchs à 4. Voilà, très clairement. J'ai noté que pour moi, Trick Williams est toujours aussi surcoté auprès du public. Voilà, je ne comprends toujours pas la hype en termes de catch, c'est pas si fou que ça. En plus, alors oui, il est très bon au micro, mais en termes de catch, c'est pas ouf. Moi, j'arrive pas à matcher. Mais, comme j'ai mis, il nous offre une performance honnête. Voilà, il a quand même été bon dans le ring. Dans le triple sweat, il a été très bien. Mais encore une fois, je comprends pas pourquoi tout le monde l'adore. Mais bon, ça, je comprendrai peut-être un jour. Mais bon, peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur les catcheurs, catcheuses dont je ne comprends pas la hype. Ça pourrait être intéressant, parce que le but, c'est pas de les dénigrer, mais de comprendre pourquoi les gens adorent des Trick Williams, des Ellen Knight, des gens comme ça pourrait être intéressant de faire une vidéo, voilà, vous me dites en retour ce que vous en pensez avec le respect, parce que sinon bah, vous dégagerez rapidement de la chaîne, c'est très simple. Voilà. J'ai mis ensuite Obafemi, toujours champion, ça fait plaisir, même s'il a fait une des performances bien meilleures que ce soir. Et c'est vrai qu'Obafemi, on l'a vu pendant son règne nord-américain, enchaîner des très très belles performances, et là, c'est un peu comme pour Jordan Grace, j'ai trouvé que c'était un peu, voilà, un peu en dessous de ce qu'il nous avait déjà montré plus tôt. Après, est-ce que c'est à cause du style de ses adversaires? C'est une bonne question. Euh, Après, j'ai quand même trouvé qu'il était très bon, mais voilà, pour un main event de Stand and Deliver, et qu'il a déjà fait des meilleures performances dans des shows qui n'étaient pas aussi importants que celui-ci, je me suis dit, quand même une petite déception, mais il a quand même été très bon. Et surtout, ce que j'ai noté, c'est Javon Evans qui, à l'aube de ses 21 ans, est clairement l'homme du match, voire l'homme de la soirée en termes de catch pur. Le gars a tout déchiré, j'ai mis avec sa voltige, ses contres qui sont géniaux. Alors forcément, là je relis mon texte, mais j'ai plus forcément les images en tête depuis dimanche matin. Enfin non, depuis samedi soir, parce que du coup j'ai vu le match en direct, celui-là, enfin le show en direct. Mais voilà, le gars il est génial. J'ai mis, il très bien sa capacité au micro. Très clairement, il a un grand avenir dans l'industrie. Parce que le mec, dans le ring, il est absolument incroyable. Pour moi, il a totalement carry le match. Je trouve que si le match était aussi comment dire, aussi divertissant, pour moi, c'est grâce à lui. Bon, c'est mon avis perso, mais voilà, chacun pense ce qu'il veut. Mais quand même, je le voyais pas devenir champion aussitôt. Pour moi, ça aurait été beaucoup trop tôt pour lui. C'est un peu l'erreur qu'ils ont fait avec Tiffany Stratton. Et pour moi, c'est bien qu'ils aient pas fait la même erreur. Euh, voilà. Donc, très bon main event. Très très belle paire de Javon Evans. Que bah, du coup, j'ai quand même assez hâte de suivre dans le reste de sa carrière. Et je pense que Javon Evans mérite très clairement le titre nord-américain
ou la World Cup à un moment donné, histoire de quand même avoir un truc dans les mains, parce que bon, avec les perfs qu'il fait, il le mérite. Moi, en fait, ce qui me dérange avec lui, c'est vraiment, ouais, c'est quand il parle au micro pendant les promos backstage, j'ai l'impression qu'il est toujours à moitié drogué, à moitié sloppy et tout, c'est compliqué. Mais par contre, une fois qu'il est dans le ring, il se donne à fond, t'as l'impression de voir un autre homme, quoi. C'est trop bizarre. Mais voilà. Donc on va passer à WrestleMania nuit 1. Voilà. Donc la nuit 1, on a commencé par le Gunther Jey Uso pour le titre World Heavyweight. J'ai noté ma hype à 40%. Mon prolo c'était Jey Uso, c'est trop évident. On a nerf Gunther à mort pour le faire gagner, sans compter son histoire de fin de carrière pour noyer le poisson, parce que du coup, Roman Reigns a annoncé que d'ici 2-3 ans, sa carrière sera terminée, il y aura dans le cinéma. Et Jey Uso a fait une annonce un peu similaire en mode oui, j'approche des 40 ans, ou je viens d'avoir 40 ans, un truc comme ça. Donc ma carrière sera bientôt terminée, je pense à réfléchir à faire d'autres choses voilà, plus tard, ce qui est normal aussi, hein, qu'ils évoluent. Mais je me suis dit, ça sent tellement le bait pour qu'on me dise ah ouais, mais si c'est la fin de sa carrière, est-ce qu'on va vraiment lui donner une ceinture ou pas? Pour moi, c'était évident que c'était totalement pour noyer le poisson, et j'ai eu raison parce qu'au final, c'est bel et bien lui qui a gagné. Donc là, j'ai noté, bon, la nuit 1 commence très mal avec cette victoire prévisible et mal écrite. J'ai mis encore une fois Gunther perd un titre de manière très controversée parce que j'avais trouvé que la victoire de Sami Zayn sur Gunther était pas ouf. Pas que Sami Zayn ne devait pas gagner, mais que la façon de faire était pas ouf. Et là, c'est pareil. J'ai mis le gars était dominant à NXT UK à son arrivée. Il a été champion intercontinental pendant 666 jours en battant quasiment tout le monde. Voilà, il a été dominant comme il n'y a pas. Et d'un coup, comme il est trop fort pour la compagnie, on la nerve de fou euh, en faisant de lui un lâche qui utilise la ceinture pour frapper Jey Uso. Bref, le Gunther qu'on a connu n'aurait jamais fait ça à l'époque où il était méga dominant. De toute façon, il n'en avait pas besoin puisqu'il était méga dominant. Donc voilà. Victoire du coup qui se fait en plus par soumission, chose qui techniquement à mes yeux est impossible pour moi que Gunther il abandonne un match, en bref c'est n'importe quoi. J'ai mis, on peut au moins reconnaître pour une fois que Jey Uso s'est sorti les doigts du cul pour nous offrir un match décent, parce que depuis qu'il n'est plus en équipe, bah, on se fait chier dans ces matchs. Alors je sais que mon avis est très acerbe, que les gens vont gueuler, mais oui je trouve que Jey Uso est l'un des catcheurs les plus ennuyeux dans le ring. J'adore son entrée, j'adore sa musique, j'adore écouter sa musique d'intro avec les gens qui ventilent, imaginer à chaque fois son intro qui est incroyable. Mais une fois qu'il est dans le ring, c'est chiant. Quand il est au micro, c'est très cool aussi. Quand il est dans le ring, c'est chiant. Là, j'ai trouvé qu'il s'est quand même sorti les doigts du cul pour nous faire un beau match. Donc on peut au moins lui reconnaître ça. Mais pour moi, Gunther devait pas perdre. Pour moi, Gunther devait pas perdre. Mais bon, c'est trop évident que Jey Uso allait gagner. J'ai mis du coup match moyen, qui manque d'intensité quand on sait que Gunther est censé avoir détruit le jumeau de Jey Uso. Ce dernier qui viendra d'ailleurs célébrer avec son frère alors qu'il est censé vendre une blessure. Et oui, ça c'est un gros problème. Je veux dire, Gunther, il fout Jimmy Uso à l'hôpital. Le mec il est plein de sang, il est foutu. Il y a même plein de mèmes où on voit la tombe de Jey Uso et tout. Enfin c'est très drôle. Du coup, le mec, il est quand même censé avoir pris très très cher. Jey Uso, il est quand même censé, c'est quand même son jumeau, il est quand même censé vouloir en découdre. Non, t'as l'impression juste d'un match amical, enfin façon de parler, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Aucune intensité, rien. Euh, voilà, la fin, Jimmy Uso qui va célébrer avec Jay. Bon, tu dis, c'est beau la célébration entre les jumeaux, mais le mec il s'est fait détruire jusqu'au sang. Et là, il revient comme ça, bon, tout va bien, je suis pas blessé, il y a rien qui. Ouais, ça m'a totalement sorti du truc. Je me suis dit, ouais, qu'ils aillent se faire foutre, hein, au bout d'un moment. Voilà, déjà, pour moi, il n'y a pas la bonne victoire. Et en plus, on détruit le kayfabe avec Jimmy Uso qui vient célébrer avec son frère. Bref, pour moi, voilà, c'était pas du tout le meilleur choix. Ensuite, on a eu un match par équipe, Aiva et Eric contre Kofi Kingston et Xavier Woods. Ma hype était 50%.
Et j'ai tenté un coup de poker, j'ai mis le New Day va gagner parce que j'aimerais voir ce qu'un règne de heal peut donner avec eux. Je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. Et du coup, bah, j'ai noté deuxième match bien meilleur que le premier. Effectivement, c'était bien mieux. En même temps, on a le New Day qui est une des meilleures équipes de la compagnie. On a les War Raiders qui, pareil, sont très bons. Alors, je suis un peu moins fan d'Eric, mais j'aime beaucoup Ivar. En même temps, c'est logique parce que bah, quand Eric était blessé, on a beaucoup vu Ivar en solo, notamment un petit peu du côté de NXT. Donc, bah, du coup, je connais un peu plus Ivar. Donc j'ai mis voilà beaucoup mieux. Par contre c'est chiant là qu'il y ait mes données qui apparaissent. Vous les verrez sûrement pas. Je ferai en sorte que vous les voyez pas. Mais du coup moi je vois pas tout mon texte. Mais voilà j'ai mis bon voilà l'idée que les Riders perdent par tricherie du coup est plutôt une bonne idée. Voilà ce qui appuie énormément le côté heal du New Day, parce que bah, le New Day avait pas fait grand chose de heal depuis qu'ils ont rejeté Biggie et tout. Alors oui, voilà, en termes de promo et tout, mais en termes de match, je n'ai pas l'impression qu'ils avaient fait grand chose de heal. Là, ils ont vraiment agi comme des méchants, voilà, avec je sais plus, en gros, t'as Kofi ou Xavier qui fait le tomber, et l'autre qui bloque les jambes de son adversaire pour l'empêcher de se dégager, donc c'était vraiment très cool. Voilà, j'aime beaucoup Ivar des Wild Riders, qui est un poids lourd qui catch comme un voltigeur. C'est toujours hyper cool et impressionnant à voir à chaque fois. En fait, et quand tu le vois physiquement, tu te dis, ce mec-là, il peut pas t'envoyer des moonsaults, des trucs comme ça, et pourtant, il te le fait avec une aisance, c'est incroyable. J'ai mis ce qui est dommage avec ce match, c'est qu'il intervient quelques heures après celui de Stand and Deliver, parce que bah, faut pas oublier que moi j'ai vu le show sur 2 jours différents, mais techniquement, les deux se passent à quelques heures d'écart. Et quand tu as le match Fraxium contre Hank Walker et Tank Ledger, et ensuite tu as celui-là, bon bah voilà, j'ai envie de dire, celui de Stand and Deliver, mais totalement une claque à ce match, et ça s'est ressenti que ce soit dans l'ambiance du public, euh, genre l'ambiance du public pendant le match de Fraxium euh, était incroyable, le public vraiment donnait de la voix, bougeait à mort, c'était incroyable. Là, le public était un peu sloppy, quoi. Voilà. C'était un peu dommage, mais on a quand même eu un très bon match. Et j'ai mis hâte de voir le règne du New Day avec des persos plus sérieux et fourbe parce que j'en pouvais plus les voir jouer des clowns. Voilà. Moi, j'ai jamais aimé le New Day en mode clown. Oh là là, on est des rigolos, machin. J'ai jamais aimé cette version. Surtout que moi j'avais connu un Kofi Kingston en solo plutôt sérieux dans les années 2000. Donc voilà, je suis. Bon, à l'époque il n'était pas méchant, mais je suis content de me dire que Kofi Kingston va retourner sur un truc un peu plus sérieux et de voir ce que ça va donner en plus en méchant. Bah, je suis plutôt curieux et j'ai hâte de voir ça. Alors ensuite c'était quoi? Ah oui. Jade Cargill contre Naomi, ma hype, 0%. Je m'en bats les couilles. En fait, Jade Cargill, je m'en fous. Naomi, je m'en fous. Voilà. Mon pronostic, bon, Jade Cargill elle va gagner parce qu'elle va venger de son attaque. Voilà. Et du coup, mon avis après match, c'est que bah, le match entre Cargill et Naomi n'est pas aussi mauvais que ce que j'attendais, même si le public n'a jamais été aussi calme de toute la soirée, en comptant Stand and Deliver. Voilà, donc j'ai mis victoire de Jade Cargill qui est trop prévisible, puisqu'avec son physique impressionnant, la compagnie veut en faire un gros nom. Le seul problème sont les fans qui ne l'aiment pas plus que ça. Puisque bah, dans la quasi-totalité de ses matchs, elle rate énormément de prises ou de choses, hein. On se souvient d'une fois où elle a voulu euh, faire un rebond sur les cordes et puis qu'elle s'est cassé la gueule. Bon, on peut mettre l'excuse que les cordes aient glissé ou je ne sais quoi, mais bon, au bout d'un moment, quand dans la plupart de tes matchs, tu fais des botches, au bout d'un moment, si c'est ça la future star, la future image de la division féminine, non merci, hein. Je préfère de très loin une Roxane Perez, qui effectivement est toute petite, a pas un physique de fou, mais qui au moins te fait des très belles choses dans le ring et se rate extrêmement peu, hein. Je crois que j'ai rarement vu Roxane Perez rater quelque chose dans un match. Donc je préfère de très loin avoir une femme peu impressionnante physiquement, mais qui fait des très belles choses en visage de la compagnie, plutôt qu'une femme avec un corps impressionnant, mais qui est totalement nul dans le ring. Alors, bien sûr, j'exagère,
Encore une fois, comme j'ai dit là, le match n'a pas été aussi mauvais que ce que je pensais. Il y a eu des très belles choses entre les deux femmes. D'ailleurs, il y avait l'intensité qu'on n'a pas eu dans le match précédent, et ça c'était cool. Voilà. Mais le problème c'est que comme les fans en ont pas grand chose à foutre, bah nous quand on regarde on n'a pas grand chose à foutre. Alors déjà moi j'en ai rien à foutre de base, hein. C'est le seul match dont voilà, j'avais aucun intérêt. Eh ben ça n'a pas changé. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis par contre Naomi, elle a carry le match, hein. Faut clairement avouer que Naomi a fait une très belle performance, ce qui a beaucoup aidé à passer un bon moment plus ou moins devant le match. J'ai mis par contre ma déception, c'est qu'elle lui attend plus de 10 ans pour la rendre intéressante, et qu'avec cette défaite, elle va très vite retomber dans l'oubli. Alors, j'espère me tromper, parce que bon, j'ai beau ne pas aimer Naomi, mais en fait, Naomi, le truc c'est qu'en fait, je l'aime pas, parce que bah, depuis que j'ai repris le catch en 2019, on n'a jamais cherché à construire quelque chose d'intéressant avec elle. Bon, en plus, elle a été virée pendant un temps avec Sasha Banks et tout, mais je veux dire, on n'a jamais cherché à la rendre intéressante depuis que j'ai repris le catch en 2019. Ça fait quand même 6 ans. Voilà, c'est toujours la meuf qui vient avec son disco là, doum doum, enfin plutôt son électro, voilà, qui fait des beaux trucs parce que bah un peu, en fait c'est un peu comme Kelani Jordan, c'est exactement la même chose. C'est que ces meufs, elles sont là, elles sont très douées athlétiquement, mais il n'y a pas de personnage, c'est juste la meuf cool, banale, voilà, dont tu t'en fous parce qu'il n'y a pas de personnalité. Et, euh, et du coup, c'est dommage. Parce que du coup, c'est quelqu'un qu'on oublie très facilement. Et la preuve, c'est que là, il y a eu une petite fulgurance avec ce passage Hill qui était très cool pour elle, qui a fait que d'un coup, beaucoup de gens sont mis à la regarder. Et puis là, elle a perdu. Et on sait que du coup, Jade Cargill va sûrement passer à autre chose, elle aussi. Et puis va très vite tomber dans l'oubli. Et ça, c'est très dommage. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, ça, c'est plutôt une belle chose. Donc, LA Knight contre Jacob Fatou pour le titre des États-Unis. Donc, ma hype était de 60%, parce que vous le savez. LA Knight, j'avais compris sa hype. Je suis pas fan du tout. Mais Jacob Fatou, je l'aime bien. Donc, j'ai mis mon prolo sera Jacob Fatou. Voilà, je pense que c'est l'occasion d'en faire un champion ultra dominant à la Gunther avec le titre intercontinental, mais du coup avec le titre des États-Unis, et pourquoi pas redonner de la valeur au titre des États-Unis, qui du coup en a pas depuis très longtemps, hein, parce que bon LA Knight, voilà, le gars ça fait, je crois que c'était 60, dans combien, 5 ans, 40, 60 jours qu'il était champion, c'était que sa deuxième défense de titre. Voilà, pas ouf. Moi, ça fait toujours marrer les fans quand ils sont en mode oh ouais, maintenant c'est lui le machin, le titre va être défendu très souvent, et en fait, non. Voilà, il y a eu le cas avec Elena, il y a eu le cas avec d'autres catcheurs comme Cody Rhodes, hein, et en réalité, Cody Rhodes n'a pas fait tant de défense de titre que ça, sûrement un tout petit peu plus que Roman Reigns quand il était champion. Mais voilà, c'est dommage parce qu'en général, les matchs pour les ceintures, c'est quand même ce qui attire le plus. Et voilà. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc j'ai mis après la victoire de Jey Uso autour de son cousin Jacob Fatou de devenir champion, hein. J'ai mis meilleur choix, Fatou étant un catcheur bridé en tant que bras droit, et que le public voulait voir dans un rôle plus important, et c'est chose faite. À voir si Solo Sikoa, donc frère de Jay, cousin de Jacob, ça j'ai précisé, parce que les gens qui sont abonnés à mon Instagram sont pas tous connaisseurs de catch. Voilà. Mais j'ai trouvé ça cool parce que voilà, c'est vrai que depuis que Jacob Fatou a fait son arrivée et qu'il était l'enforcer de Solo Sikoa, tout le monde était en mode voilà, en fait, Jacob Fatou il est trop charismatique, il est trop cool par rapport à Solo Sikoa, donc tout le monde préférait que ce soit lui avec le titre, enfin qui ait une opportunité et qui prenne le pouvoir. Donc voilà, avec le fait que Jacob Fatou gagne le titre, à voir ce que ça va donner avec Solo Sikoa, est-ce que Solo Sikoa va vraiment accepter d'inverser les rôles avec Jacob Fatou? J'ai plutôt hâte de voir ça. Quant à LA Knight, j'ai mis c'est triste qu'il ne serve à chaque fois que de champion de transition, puisqu'au final, effectivement, il aura été 2 fois champion des États-Unis, 2 fois pour un règne de transition, et c'est plutôt dommage parce que, encore une fois, même si moi je comprends pas pourquoi le public l'adore, le public l'adore, donc pourquoi ne pas capitaliser sur le fait que le public l'adore? Genre, ils l'ont fait avec Trick Williams, pourquoi ils le font pas avec lui? Ça, j'arrive pas à comprendre.
Ensuite, du coup, on a eu Rey Phoenix contre El Grande Americano. Donc à la base, mon prono, je l'ai fait sur Rey Mysterio parce que bon bah voilà, hein, je savais pas encore au moment des pronos que Rey Phoenix allait prendre sa place. Ma hype était de 60%, ce que je me suis dit, c'est deux très bons catcheurs, on va forcément passer un bon moment, même si l'histoire en vrai j'en ai pas grand chose à faire. Mon prono, j'avais mis que ce serait Rey Mysterio pour un feel good moment et peut-être le démasquement d'El Grande Americano pour découvrir que c'est Chad Gable. Bon, finalement, c'est tout l'inverse qui s'est produit, mais j'ai trouvé quand même qu'on a eu un très bon match. J'ai noté sûrement le meilleur match actuellement de cette première nuit, même si le main event sera sûrement meilleur grâce à l'histoire. Effectivement, ici on a un match incroyable. Les petits gabarits sont souvent plus divertissants grâce à leur vitesse et leur voltige, donc on ne s'ennuie pas. Donc ça c'est un avis plutôt global que je fais du catch et de ce que moi j'aime dans le catch. Voilà, ce que certains vont préférer les brawlers à la Sheamus ou Gunther, quoi. J'ai mis très surpris de la victoire d'El Grande Americano, par tricherie bien sûr, parce que Rey Fenix est nouveau, hein, il est là depuis quelques semaines, voilà, et je m'attendais pas à ce qu'il perde maintenant. En plus, j'ai mis pour moi Rey Fenix, il est là uniquement parce qu'il est nouveau et surtout parce que son frère a un match le lendemain. Parce que je vois pas trop l'intérêt de mettre Rey Fenix ici parce qu'il n'a aucun lien avec Rey Mysterio actuellement. Donc pourquoi c'est lui qui remplace Rey Mysterio? Ça ne fait pas sens. Encore une fois, Dragon Lee se fait totalement baiser parce que ben Dragon Lee, c'est quand même le gars qui est proche de Rey Mysterio. Et bah, si on voulait donner une logique à l'histoire, bah, c'est Dragon Lee qui devrait combattre. En plus, Dragon Lee aussi aurait fait une super performance. Mais non, bah, Dragon Lee, voilà, on le fout au placard. Et comme vous voyez dans mon screen, hein, voilà, pour moi, Dragon Lee, on aurait dû le laisser à NXT faire des très bonnes performances. Pourquoi pas gagner des titres? Parce que là, ça devient n'importe quoi. Moi qui kiffe Dragon Lee, ça me saoule de voir d'autres personnes prendre sa place. Voilà. Mais en tout cas, on a quand même eu un très très bon match. Un Rey Phoenix, quand même une très 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 bonne surprise parce que bah, voilà, c'était la première fois que je le voyais catcher. Ensuite, un autre match dont voilà, la hype est pas très forte, c'est Tiffany Stratton contre Charlotte Flair pour le titre de WWE féminin, bien entendu. Ma hype était de 15%. Voilà. Mon prono c'était Tiffany parce que j'en ai marre que Charlotte revient, enfin tu vois, elle part, elle revient, elle devient championne, elle part, elle revient, devient championne, elle part, revient, elle devient championne, bref, j'en peux plus de ça comme la plupart des gens. Et en plus, si Tiffany gagne, ça va la crédibiliser en tant que championne. Donc je me suis dit, il faut que Tiffany elle gagne. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, encore une fois, on a eu un match un peu meilleur que ce que j'attendais. Voilà, entre du coup un combat entre une vétéran et une rookie. Voilà, ce qui a permis de pas mal mettre en avant Tiffany Stratton, même si c'est quand même Charlotte qui a dominé la totalité du match, hein, faut pas se leurrer. Voilà, Tiffany Stratton, pardon, s'est donné corps et âme, mais a quand même été dominée pendant la quasi-totalité du match. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis oui après la clim qu'on s'est pris en janvier, effectivement, grosse clim qu'on s'est pris avec la victoire de Charlotte Flair au Royal Rumble. Voilà, alors que sur la fin, tout le monde se mettait à soutenir Roxane Perez. Voilà, parce que tout le monde voulait absolument pas que Charlotte elle gagne, et finalement, bon, bah, Charlotte a gagné, hein. Voilà. Tout le monde a eu peur que bah, Tiffany Stratton soit bah, le nouveau maillon qui se fasse détruire par Charlotte Flair. Et finalement, on a eu une bonne surprise, hein, puisque Charlotte a décidé de détruire son schéma du je suis blessé, je reviens, je deviens championne, et va accepter de perdre contre Tiffy Time. Donc ça, c'était plutôt cool. Voilà, il faut croire elle s'est enfin rendu compte que les fans en avaient marre de sa façon de faire. Au moins Charlotte, oui, bah en fait c'est ce que j'ai mis, elle a mis son ego de côté, voilà, et du coup la victoire de Tiffany Stratton va la permettre de se consolider comme une grosse championne en ayant battu l'une des Four Horsewomen. Donc voilà, match plutôt sympa, mais pour moi, voilà, si je dois retenir un match féminin du week-end, bah, c'est très clairement le match pour le titre nord-américain de Stand and Deliver. Voilà. Ensuite, on a eu le main event. Bon, il a du mal à charger. Hop là. Donc, parce que bon,
sur batterie, je pense que peut-être faire ma vidéo en 2 fois. Parce qu'il me reste combien de pourcents de batterie? 12%. Ouais, si je vais assez vite, je pourrais peut-être finir ma vidéo avant. Donc comme j'ai mis main event, on a Roman Reigns contre CM Punk contre Seth Rollins. Ma hype de 90%, pareil, une des hypes les plus élevées. Mon prono c'était Seth Rollins, parce que je croyais en la théorie que Paul Heyman allait trahir Roman Reigns et CM Punk pour rejoindre Seth Rollins. Et pour moi, il y a aussi le fait que Seth Rollins étant le catcheur le plus actif des trois, il méritait clairement plus une victoire sur la grande scène, plus que les autres. En plus, CM Punk, le son reste, c'est de catcher dans le menu de WrestleMania, c'est pas forcément de le gagner. Donc déjà, tu peux enlever ça. Et Roman Reigns qui va partir dans 2-3 ans dans le cinéma, bah pareil, pour moi, voilà, il n'a pas forcément besoin de gagner ce match. Du coup, j'ai noté, très très long, évidemment, meilleur match du show entre Seth Rollins et CM Punk et Roman Reigns pour déterminer le futur visage de la compagnie, ou peut-être toujours le même si Roman Reigns avait gagné. Match vraiment très bon avec de l'intensité, plutôt logique avec des catcheurs, hein, voilà, comme CM Punk et Seth Rollins qui se détestent en dehors des écrans. Et toute l'histoire autour de Paul Heyman qui moi je trouvais plutôt sympa. D'ailleurs ce dernier a été plutôt décisif pour la victoire de Seth Rollins, choisissant son nouveau poulain. Donc j'ai noté Paul Heyman incroyable qui aura trahi son meilleur ami CM Punk et son Tribal Chief qui a su pendant 3-4 ans dans le même match. Alors celle-là on s'y attendait pas. On s'attendait à ce qu'il y ait une trahison de la part de Paul Heyman et qu'il aille vers Seth Rollins, mais alors qu'il trahisse ses deux amis, celle-là je crois qu'on s'y attendait pas. Voilà, et j'ai mis il ferait mieux de faire attention à lui parce que on connaît Roman Reigns, voilà, la trahison, il la dirige souvent, enfin il la digère souvent très mal. J'ai mis Roman Reigns qui continue d'être trahi par ses proches, a fait un bon match, même s'il est celui qui a pris le plus cher. C'est vrai que Roman Reigns c'est celui qui en a pris plein la gueule, voilà, qui s'est pris tous les gros spots des autres plus que les autres, mais c'était quand même plutôt décent. CM Punk lui a été batterie faible. J'ai mis CM Punk lui a été à la hauteur de son rêve, qui parfois lui a fait défaut dans WrestleMania. Oula, son rêve de participer au main event de WrestleMania, malgré son vieil âge qui lui a fait défaut dans certains matchs, qui parfois étaient trop longs. Je trouve que quand les matchs sont trop longs, je trouve que CM Punk ça se sent qu'il commence un peu à se faire vieux. Mais ici je trouvais que voilà, c'est un triple straight. Voilà, il peut des fois dormir quelques minutes, voilà, pas autant qu'un Fatal 4-Way, mais voilà, il peut quand même un peu se reposer par moment et reprendre un peu de forme. Mais voilà, on a quand même eu un très bon match de sa part. Et j'ai mis Seth Rollins incroyable comme d'habitude, puisque pour moi, le meilleur in-ring entre les trois, et celui qui a les meilleurs arguments pour gagner. En effet, comme j'ai mis Roman Reigns, voilà, qui devrait partir au cinéma d'ici d'autres. Pardon, 2-3 ans. CM Punk qui est assez vieux, voilà, qui a déjà eu ses moments de gloire dans les années 2000-2010, et surtout voilà, qui a passé des années à cracher sur le business, donc je vois pas pourquoi il gagnerait le main event de WrestleMania. Déjà qu'on le fout dedans, qui était son rêve, c'est déjà très bien. Et puis en plus, ça la foutrait mal quand même que le visage de ta compagnie soit le mec qui t'a craché dessus pendant des années. Franchement, ce serait quand même pas ouf. Et du coup, Seth Rollins, voilà, qui lui s'est battu chaque semaine pendant des années en enchaînant quelques blessures pour offrir le meilleur spectacle possible. Et il mérite cette victoire, même s'il a eu des personnages que j'ai détestés. Le Monday Night Messiah, c'était de la merde, hein, je suis désolé. Mais ensuite, il s'est très bien rattrapé. J'ai mis à noter que le public a donné de la voix pendant tout le long du match, contrairement à d'autres matchs de la nuit qu'on a eu, hein. On peut penser à du Cargill, Naomi par exemple. Voilà. Et j'ai mis à devant la nuit 2 et voir si Sina sera à la hauteur du main event qu'on a eu. Du coup, je vais m'arrêter là, vous allez avoir une petite pause, ne inquiétez pas, au montage, tout sera combiné, mais c'est juste que mon ordi risque de s'éteindre d'une minute à l'autre, donc autant que j'aille le recharger pour faire ma vidéo, parce que bah voilà, si je commence à vous parler d'un truc et qu'il s'arrête brusquement, j'aurai plus mes notes. Donc je vous dis dans quelques secondes, même si pour moi, vous me verrez sûrement dans une autre pièce, mais c'est pas très grave. Allez, à tout de suite. Bon, on va finir cette vidéo en mode posé dans le salon, vu que je suis maintenant tout seul, hein, je pars dans une petite heure. Donc, du coup, on va finir avec la nuit 2 de WrestleMania. Alors, je vais pas faire dans l'ordre que ça s'est déroulé, mais dans l'ordre où j'ai fait mes pronos, puisque du coup, j'ai pas encore fait mes stories. Euh,
Du coup, je vais commencer par Randy Orton et son Open Challenge. Bon, vous allez entendre par moment le chat gueuler, puisque, bah, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Iduna a ses chaleurs, donc elle est insupportable comme ça par moment. Mais bon, je peux pas faire autrement, hein, parce que peu importe où je me mets, de toute façon on l'entendra gueuler. Et puis j'ai pas l'intention d'aller faire ma vidéo dehors, hein. Je suis encore chez moi, donc, donc voilà. Mais voilà, ça va être chiant. Mais là, dès qu'elle m'a entendu parler, direct elle est descendue, donc voilà, j'espère qu'elle va pas non plus trop gueuler. Donc comme je disais, on va commencer par Randy Orton contre... Merde, j'ai oublié son nom. Oh putain, j'ai sa musique en tête, mais j'ai plus son nom. Merde, comment il s'appelle en plus, il vient de la future ville où j'ai l'intention de m'installer dans quelques années. Bon, de toute façon, on va marquer Randy. En plus, je me suis dit, je vais en parler en premier pour ne pas oublier. Et au final, j'ai totalement oublié. Hop, on va faire Randy Orton, actualité. Allez. Joe Hendry, voilà, je savais que ça commençait par un J, mais j'avais plus le nom. Donc, du coup, on a un match qui, pour moi, n'a pas vraiment de sens, puisque on a Randy Orton qui fait un Open Challenge alors qu'il n'a absolument rien à défendre. C'est-à-dire que personnellement, je kiffe Randy Orton depuis 2008-2009, hein, quand il a eu sa période gros psychopathe. Mais je veux dire, il a rien à vendre en termes d'histoire. C'est-à-dire que il n'a pas de rivalité avec Joe Hendry, ce qui est normal, puisque Joe Hendry c'est le champion de la TNA. Il n'a pas de ceinture en jeu, tu vois, ça aurait pu être, je sais pas, Chelsea Green qui vient faire un Open Challenge, ou je sais plus si c'est DIY ou une autre équipe qui a les ceintures, bah du coup, je crois que c'est à SmackDown. Bref, tu vois, que ce soit des gens qui arrivent à un Open Challenge, tu vois, je peux comprendre. Tu vois, ils viennent, ils défendent leur ceinture contre un adversaire mystère, bon, ça peut être sympa. Pareil, il n'a pas de streak à battre, tu vois, c'est pas comme si, enfin, comme s'il avait une streak ou qu'il avait sa carrière en jeu. Tu vois, il a vraiment rien à mettre en jeu, quoi. Et du coup, en fait, faire un Open Challenge juste pour faire un match, bah, je trouve ça un peu naze. Et pourtant, je vous le dis, Randy Orton, c'est un de mes catcheurs préférés. Mais je trouve que l'idée était super naze. Euh, Pendant longtemps, j'ai cru que Kevin Owens, voilà, c'était un coup de bluff et puis qu'il reviendrait en attaquant Randy Orton par surprise et puis que ça lancerait un petit truc. Donc finalement, ce qui rend très triste ce match, l'existence de ce match, bah, c'est que Kevin Owens est réellement blessé, sinon il serait venu. Donc ça c'est très triste, j'espère que Kevin Owens va se rétablir, qu'il prenne le temps qu'il faut, hein, comme Noam Dar et tout, mais voilà, c'est un peu triste pour lui. Mais voilà, en plus le match a été sympa, mais quand même très expéditif. D'ailleurs, par moments, Randy Orton il catchait comme un heel, alors que bah, il est un des persos les plus aimés du public, donc il devrait catcher comme un face, quoi. Tu vois, des fois, tu voyais mettre tes doigts dans les yeux, tricher, enfin, entre guillemets, enfin, acter comme un heel, quoi. Donc c'était très bizarre. En plus, bon, il gagne avec un RKO out of nowhere, ça c'était plutôt stylé. Mais même après, tu vois, il s'élève avec Joe Hendry et tout, il le met en avant et direct, paf, il lui refout un RKO sans raison. Alors qu'il n'y aura pas de rivalité parce que Joe Hendry, ben, tant que son contrat sera pas terminé, il restera à la TNA. Donc voilà, et quand il viendra, bon, il ira très certainement du côté de NXT, ou alors il ira dans la mid-card d'un des rosters principaux. Enfin, je veux dire, je comprends pas trop le délire autour de ce match. J'ai passé un bon moment parce que bah, Randy Orton, Joe Hendry, j'aime beaucoup ces deux hommes. Mais en même temps, pas trop d'intérêt, j'ai envie de dire. Voilà, encore une fois, je me dis, tu fais la même chose avec Chelsea Green, là, tu prends un intérêt de fou. Et pas parce que c'est Chelsea Green, mais tout simplement parce que bah, Chelsea Green, elle a une ceinture à défendre. Voilà. Donc je pense que Chelsea Green avait plus sa place à WrestleMania que Randy Orton, même si encore une fois, je suis un grand fan de Randy Orton, mais pour moi, cet Open Challenge, il ne fait pas sens en termes d'histoire. Bref. Du coup, parmi les matchs, on a eu
Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Lyra Valkyria. Et à la base, ça devait être Bailey qui a été attaquée, donc remplacée par une invitée mystère. Pareil, ça j'ai soufflé. Pour les titres par équipe, donc ma hype était à 30%. Parce que bon, Liv Morgan. En fait, le truc, c'est que Liv Morgan, j'aime beaucoup. Elle est très très mal utilisée, mais j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle joue très bien son personnage et tout. Raquel Rodriguez, que ce soit Rodriguez ou Gonzalez, j'en ai rien à faire. À l'époque d'NXT, j'en avais rien à faire. Ici, depuis qu'elle est dans le roster principal, j'en ai rien à faire. Elle sert toujours de bras droit, elle n'est pas intéressante, elle est mal écrite. Bref, Raquel, j'en ai rien à faire. Et de l'autre côté, bon, on a Lyra Valkyria que j'aime énormément, on a Bailey qui est également une de mes catcheuses préférées, et qui s'est très certainement fait attaquer par une autre de mes catcheuses préférées, Roxane Perez. Et, euh, et le truc, c'est que ben, quand il y a eu l'attaque sur Bailey, je ne savais pas qui allait remplacer Lyra. Donc je me suis dit, bon, déjà le match de base, il m'intéresse pas de ouf. Le match remplacé par euh, en remplaçant Bailey par quelqu'un d'autre, ça me hype encore moins. Et si je me suis dit, bon, ça ferait pas sens, mais pourquoi pas faire venir Alexa Bliss, qui pareil. Alexa Bliss, c'est quand même la meuf qui a eu la plus grande ovation du public à son retour au Royal Rumble, et puis bah, qu'ensuite, on a quasiment pas réutilisé, hein. Je crois qu'elle a fait son apparition à Election Chamber, et puis voilà, on attend le retour des Wyatt Six, qui est pour moi la pire idée. Je ferai peut-être une vidéo pour expliquer pour moi Alexa Bliss ne devrait pas aller avec Wyatt Six, même si de toute façon on sait que ça va arriver. Mais je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Voilà, donc mon pronostic c'était que Bailey et Lyra Valkyria gagneraient le match, ce que je me disais, si elle gagne et que la veille c'est Roxane Perez et Cora Jade qui gagnent, eh ben il y a de quoi créer une rivalité par équipe, en plus de celle qui existe déjà entre Cora Jade et Roxane Perez, et du coup elles peuvent terminer leur histoire. Ça aurait été très cool. Mais bah, du coup, ça n'est pas arrivé. Et enfin, la victoire de Roxane et Cora n'est pas arrivée, mais celle de Lyra Valkyria, elle est bien arrivée. Et elle est arrivée avec qui? Avec Becky Lynch. Et oui, j'en ai marre de Becky Lynch. Parce que en vrai, ce match, bon, déjà, il était pas ouf. Enfin, bon, il était pas ouf parce que je me suis endormi devant. En vrai, je me suis endormi devant. Voilà, je l'ai regardé ce matin. Bon, après, j'ai pas beaucoup dormi, hein. Je me suis endormi vers 2 heures du mat et je me suis réveillé vers 7 heures. Donc j'ai eu une petite nuit de sommeil de 5 heures. Donc je me suis dit, bon, bah, j'arrive pas à m'endormir, je lance le show. J'ai dû, le match là, il a dû intervenir. Il était peut-être autour des 9 heures 10 heures, parce que le temps que j'émerge, que je prenne la décision de vraiment regarder le show ou d'aller déjeuner, enfin bref. Voilà, il était un peu, ouais, pas loin de 10 heures, et je me suis endormi. Je me faisais chier. Je me faisais chier. Et pourtant, on a trois catcheuses que j'aime bien de base. Parce que Becky Lynch, c'est quand même la femme qui m'a donné l'envie de regarder le catch féminin en 2019. Je veux dire, quand moi j'ai repris le catch, bon, on avait des Seth Rollins, on avait encore des Rey Mysterio, Randy Orton était encore là, enfin bref, il y avait encore pas mal de catcheurs que je connaissais, bon, des nouveaux catcheurs comme Seth Rollins et tout que je connaissais pas, mais avec les hommes, tu vois, il y avait encore un petit mélange, j'étais en mode, oh tiens, eux je les reconnais, je les aime bien, eux je les connais pas, mais je les découvre. Là où, ben, dans les années 2000, le catch féminin, c'était de la merde, faut le dire, c'était nul à chier. Et en fait, ça a beaucoup évolué, et du coup, ce qui m'a donné cet intérêt, c'est d'abord Becky Lynch, et puis après, je me suis intéressé aux autres, hein, Charlotte Flair, Sasha Banks, Bayley, Alexa Bliss, principalement ces cinq femmes-là. Et puis après, bah, quand j'ai commencé à m'intéresser à NXT, bon, bah, il y a eu toutes les autres, hein, dont on parle depuis 1 ou 2 ans. Et voilà. Donc Becky Lynch, pour moi, c'est pas n'importe qui. C'est celle qui a fait que je me suis rendu compte que le catch féminin, c'était trop cool. Parce que, ben, effectivement, grâce à elle, Charlotte, Sacha et Bailey, le catch féminin était devenu très cool. Mais aujourd'hui, Becky Lynch, elle m'insupporte. Parce que, en fait, ce match, comme je disais, c'est l'hypocrisie des fans. Parce que Charlotte Flair, elle part, elle revient, elle gagne un titre. Elle part, elle revient, elle gagne un titre. Elle part, elle revient, elle gagne un titre. Quand c'est Charlotte Flair, moi le premier, on gueule tous. On n'est pas content parce que, ben, effectivement, quelqu'un qui a une opportunité pour un titre et qui le gagne,
doit être quelqu'un qui le mérite. Quelqu'un qui s'est battu pendant des semaines et des semaines pour mériter sa place au sommet. Et les Charlotte Flair, ces dernières années, elle ne mérite absolument pas sa place. C'est pas parce que c'est Charlotte Flair, que c'est une énorme star du catch, qu'elle doit prendre la place des autres en ne foutant rien. Et le problème, c'est que Becky Lynch, depuis quelques années, c'est devenu exactement la même chose. Becky Lynch, elle part, elle revient, elle squash Bianca Belair. Elle part, elle revient. Je sais plus si elle a eu un règne par équipe avec quelqu'un ces derniers temps. Enfin bref, c'est la même chose. Elle part, elle revient, elle a un titre. Elle part, elle revient, elle a un titre. Elle part, elle revient, elle a un titre. Bref, et on a la preuve là. Elle a été absente pendant des mois, elle revient, paf, direct titre par équipe. Et moi, ça, je peux pas l'accepter. Je peux pas l'accepter parce que je suis logique. Quand pour moi, un catcheur qui est absent qui revient, il ne doit pas gagner un titre aussitôt. Il doit le mériter, même si t'es Becky Lynch, même si t'es Charlotte Flair, même si t'es, je sais pas, imaginons Sacha Banks, ça revient un jour, peu importe qui t'es, mais si tu fais partie des plus grosses stars du catch, tu n'as pas à arriver et gagner un titre en claquant des doigts aussitôt. Tu dois faire des choses pour que ça arrive. Voilà. Et là, pour moi, c'est clairement pas mérité du tout. Bref. En tout cas, je suis quand même content pour Lyra Valkyria, double championne, à la fois championne par équipe, à la fois championne intercontinentale, ça c'est plutôt cool. Du coup, Lyra et Becky Lynch en plus ont un lien toutes les deux, donc ça c'est plutôt sympa, même si je trouve que c'est très très mal foutu. Mais bon, du coup, les filles vont affronter Tattoo Paxley et Gigi Dolin à NXT. On doute bien qu'elles vont conserver leur titre par équipe, hein. Mais au moins elles vont permettre de mettre un peu de lumière sur Tatum et Gigi. Mais voilà, pour moi, ce match, c'est une honte. Voilà, si on se plaint que Charlotte Flair revient Gadeti tout le temps et il faut pas que ça arrive, il faut que Becky Lynch soit traitée à la même enseigne. Voilà. Ensuite, on a eu un match pareil que. En fait, c'est le match qui a commencé à m'endormir et qu'ensuite je me suis vraiment endormi pendant le match par équipe. C'est AJ Styles contre Logan Paul. Donc ma hype était de 50%. Parce que, ben, pareil, c'est AJ Styles, ça fait un moment qu'il est plus vraiment intéressant. Logan Paul, bon, bah lui, il est là une fois de temps en temps. En fait, lui, il est là pour les gros événements, puis après, tu le revois pas pendant je ne sais combien de temps. Et du coup, ce qui fait que, bah, comme il n'y a pas enfin, il y a une histoire, mais en fait, l'histoire, elle est tellement sur du long terme, parce que, bah, comme Logan Paul n'est pas souvent là, tu vois, ils ont été obligés de te prendre des souvenirs de il y a je sais pas combien de temps. Bon, sur les dernières semaines, ils ont essayé de régler un peu le truc, mais voilà, je trouve que c'était pas ouf. Et par contre, les 50% de hype que j'avais, c'était juste pour le catch en lui-même, parce qu'on a deux catcheurs qui sont excellents en in-ring, et du coup, bon, ça, je me suis dit, on va passer un bon moment. Mon pronostic, c'était AJ Styles. J'avais dit qu'il avait besoin de momentum et de se relancer, puisque lui, bah, il est actif, contrairement à Logan Paul, bah, qui lui, justement, n'est jamais là, à part pour les gros événements, et du coup, bah, qui mérite pas une victoire à WrestleMania, alors qu'il branle rien. C'est mon avis personnel. Tu veux une victoire à WrestleMania, bah, faut que quand même que tu travailles tout le long de l'année. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait avec Seth Rollins. Avec Seth Rollins, bah, ils ont fait gagner le gars qui était là tout le temps, qui bossait tout le temps. Ils n'ont pas pris le gars qui est comme Roman Reigns, qui est là une fois de temps en temps. Et pourtant, vous savez que Roman Reigns est un de mes catcheurs préférés. Ou comme CM Punk, qui catch assez rarement, faut quand même se le dire. Même si il est là quand même plus régulièrement que Roman Reigns. Mais il est plus souvent là au micro qu'autre chose. Du coup, pour ce match-là, bah, franchement, pareil, je me suis fait chier, hein. Honnêtement, je me suis fait chier. Pourtant, on a deux catcheurs qui sont excellents, mais c'était fatigant de fou. Attends, il a duré combien de temps ce match? 17 minutes. Ah ouais, tu m'étonnes que je me sois fait chier. C'était long. En plus, Logan Paul a quasiment dominé tout le match. Bon, en plus, il l'a gagné. Mais je sais plus comment il l'a gagné. Dans mon souvenir, je me souviens du Styles Clash et tout de AJ Styles qui s'en était pris un de Logan Paul, il s'était relevé pour en remettre directement un à Logan Paul et tout. Je me souviens plus du finish du coup. Je me souviens plus du tout du finish. Tout ce que je retiens, c'est qu'il y a Karrion Cross qui va empêcher un pote de Logan Paul d'utiliser un point américain.
Et du coup, ben voilà, ça, Giselle va attaquer Karrion Cross, sûrement sa prochaine histoire. Et du coup, ensuite, bah, il s'est fait avoir par Logan Paul. D'ailleurs, première victoire clean, j'ai envie de dire, de Logan Paul, parce que je me souviens plus de toutes, mais la plupart dont je me souviens n'étaient pas du tout clean. Donc là, même s'il y a eu une tentative de triche, bah, il n'a pas eu l'occasion de la mettre en place. Donc voilà. Mais le match, ouais, je me suis fait chier, pas intéressant de fou. Ensuite, on a eu Drew McIntyre contre Damien Priest dans un Street Fight match. Ma hype elle était à 70%, pareil, parce que j'ai pas suivi l'histoire. Mais en termes de catch, en plus c'est un Street Fight, je me suis dit, ça va s'envoyer à fond, ça va y aller, on va s'éclater. Et mon prono, j'avais mis, je préférais Drew McIntyre. Mais je pense que Damien Priest va gagner parce que bon, ouais, je trouve que Damien Priest il a perdu tellement de momentum depuis qu'il n'est plus champion du monde poids lourd. Voilà, il avait vraiment un charisme, un truc. Depuis qu'il a plus le titre, je trouve qu'il en a beaucoup perdu. En plus, bah, la séparation avec Rhea Ripley, bah, je trouve qu'il a un peu disparu et tout. Voilà, donc voilà, je trouve que Damien Priest, il avait besoin de reprendre du momentum, là où Drew McIntyre, avec son caractère et tout, bah lui, qui gagne ou qui perd, en fait, il est toujours hyper divertissant, donc ça c'est plutôt cool. Et au final, bah, j'aurais dû rester sur ce dont j'avais envie. Loki, je crois qu'il a besoin d'aide pour descendre, lui. Ouais, je reviens, je vais aider mon chat à descendre parce qu'il s'est foutu. Regardez-moi ça. Il s'est foutu tout là-haut. Et puis là, il se dit, bon, est-ce que je saute sur le canapé où il y a mon frère? Est-ce que je saute sur les boîtes? Non, bon, bah c'est bon, c'est bon, tout va bien. Mais bon. Euh, du coup, le match en lui-même était très cool. J'ai beaucoup aimé, effectivement, ça s'est envoyé vraiment à fond. Il y a eu des tables, des escaliers, des chaises, je crois. Je sais plus trop pour les chaises. Enfin bref, ça y a été à fond. Ça a vraiment tenté de vraiment bien se casser la gueule. Surtout qu'il y avait l'histoire avec le chokeslam là à travers le pare-brise, où dans l'extérieur s'était pris un bout de verre dans l'œil. Donc il y avait de quoi raconter des choses. Voilà, il y a eu un finisher à travers la table, enfin bref, c'était vraiment très cool. Moi j'ai beaucoup aimé ce match, encore une fois, il y a l'intensité qu'il fallait pour ce match. Voilà, il y avait la stipulation pour aussi, hein, avec les street fight, forcément ça allait envoyer, ça allait faire mal. Et personnellement, je trouve qu'on a eu ce qu'on voulait. Pareil, j'ai oublié le finish du match. Mais pour moi, bon, je m'attendais pas à ce que Drew McIntyre gagne, mais bon, je suis plutôt satisfait. C'était un très bon match, même si voilà, je trouve qu'il aurait dû peut-être avoir la place du titre par équipe ou autre chose, parce que voilà, je, je me serais pas endormi sur ce match-là, c'est sûr. Ensuite, l'opener qui était horrible. Io Sky contre Bianca Belair contre Rhea Ripley pour le titre World Heavyweight. Ma hype a été de 15%. J'en avais rien à foutre de ce match. Parce que bah, Io Sky, voilà, ça a été. Bah, en fait, le truc, c'est que Io Sky, c'est elle la championne. Et en fait, la rivalité, elle est limite plus entre Bianca Belair et Rhea Ripley. Et en fait, tu dis, c'est quand même un match de championnat, on en a un peu rien à foutre. Enfin, ben, prenez en compte la championne, quoi. Moi, franchement, j'aime pas du tout la construction de ce match. Enfin, encore si ça avait été Io Sky contre Bianca Belair. Bianca Belair, elle gagne l'Elimination Chamber, donc elle gagne le droit de participer à ce match. Donc pour moi, ça fonctionne, même si d'un côté tu te dis, bon, Bianca Belair, c'est quand même en partie à cause de ton existence qu'il y a eu l'agression de Naomi sur Jade Cargill. Donc voilà, et puis toi tu t'en as rien à foutre, hein, voilà, que tes amis se cassent la gueule, se détruisent, mais bon voilà, tu préfères chercher une ceinture. Bref, je trouve que voilà, en termes d'écriture, c'est quand même pas ouf du tout. Et puis on a quand même Rhea Ripley, qui est quand même la meuf la plus badass du roster. C'est quand même la meuf la plus badass du roster au sein du Judgment Day.
Voilà, elle mettait, tu vois, des fois les hommes en mode, voilà, je suis là, j'impose, donc tu fermes ta gueule et c'est moi qui dirige. Enfin bref, elle avait vraiment un truc. Le nombre de fois, elle a vu casser la gueule à des mecs au sein du Judgment Day et tout. Et là, pour entrer dans ce match, tu es en mode, ouais, 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 je suis Rhea Ripley, j'ai besoin d'un match pour le titre, gna, gna, gna. Tu dis, non, mais sérieux? Sérieux? Vous avez vraiment écrit Rhea Ripley comme ça? C'est la meuf qui te détruit des mecs et qui pour avoir un match de championnat et se met à pleurer pour avoir un match de championnat, qui signe un contrat de force, genre d'où Adam Pearce ou Nick Aldis, je sais pas dans lequel des deux a accepté ça, se dit bon, ok, elle est pas se faire partie du match, mais comme elle a signé, bon, bon je l'accepte, hein, son nom est même pas marqué, mais vas-y, j'accepte sa signature. Bref, la construction de ce match est tellement merdique que j'en avais rien à faire. Et le match en lui-même, en vrai, on a eu des belles choses, les trois catcheuses, elles sont très très douées, mais je veux dire, j'en ai tellement rien à faire que bah, le match, je l'ai pas apprécié. Je veux dire, quand on voulait qu'on apprécie un match, c'est la construction, elle est pas ouf. Il n'y a rien qui va dans la construction, aucune des trois devrait même se combattre. Je veux dire, t'en as une qui échelle pour avoir un titre, t'as l'autre qui devrait être lié à ses amis qui s'entretuent. Enfin, bien sûr, j'exagère quand je dis s'entretuent, mais qui s'entretuent, et puis en fait, elle en a rien à foutre, elle préfère juste aller dans la course au titre, donc il y a des choses à raconter avec Jet Cargill et Naomi. Et puis, bah, Yoskai qui est plus là en mode bon, bah, c'est la championne, faut qu'elle défende son titre, quoi. Et voilà, bon, après le match, voilà, c'était sympa sans plus. Voilà, je n'irai pas plus loin, c'était sympa sans plus. Voilà, en plus, je sais plus sur qui Yoskai a fait le tomber, mais Yoskai conserve sa ceinture. Donc c'est plutôt cool, surtout que j'avais noté en pronostic, c'est vrai que je voulais dire mon prono, j'avais noté Yoskai, parce que j'avais mis pour moi, Rhea Ripley ne mérite pas sa place dans ce match, très clairement, pourtant je l'aime bien, mais elle ne mérite pas sa place. Et j'ai mis Bianca, j'aimerais bien un règne de championne quand elle va changer de personnage. Parce que j'en peux plus de la meuf cool qui fait tourner ses couettes. Ça fait des années qu'on bouffe ce personnage et j'en peux plus. Voilà. Alors après, me dites pas, oui, mais il y a eu John Cena, il y a eu machin, il y a Cody Rhodes. Je sais, mais John Cena en Super Cena, je le supportais pas. Euh, comment elle s'appelle, enfin comment il s'appelle, Cody Rhodes, pareil, le Super Cody Rhodes, j'en peux plus non plus. Mais ça fait un moment que j'en peux plus. Donc, essayez de pas trouver des contre-arguments, parce que, bon, bah voilà, sur ces personnages, le face, enfin les baby face, tu vois, c'est vite très très chiant à suivre. Et voilà, moi, Bianca Belair, j'aime beaucoup ce qu'elle fait dans le ring, mais son personnage, j'en peux plus. En plus, c'est même pas vraiment un personnage, c'est juste un truc hyper générique, hein, comme Kelly Jordan, Naomi, tout ça. Donc, il serait peut-être temps de faire un truc avec Bianca Belair de vraiment propre, comme ils ont fait avec Rhea Ripley au sein du Judgment Day, quoi. Mais bon, je pense que c'est pas près d'arriver. Ensuite, on a eu un très très bon match. De toute façon, les deux derniers dont on va parler étaient. Enfin, non. Celui-ci était pour moi le meilleur match de la nuit 2. C'est Braun Breaker contre Penta, contre Finn Balor, contre Dominic Mysterio pour le titre intercontinental. Ma hype était de 90%. Pour moi, je m'attendais à un très bon match. Alors, on n'a pas été aussi bon que les Triple Straight, donc Roman Reigns, Seth Rollins et, euh, et CM Punk. On a eu quoi d'autre comme Triple Straight qui était très bon. Il n'y a pas eu un Triple Straight dans peut-être à NXT. Ah oui, le Oba Femi, Trick Williams, Jivan Evans. Comme c'est un Fatal 4-Way, forcément, hein, on connaît maintenant le Fatal 4-Way, hein, c'était deux qui combattent, deux qui dorment en dehors du ring. Ça, c'est un peu dommage. Mais j'ai trouvé que, comparé par exemple au match pour le titre de Stephanie Baker, ici on a eu beaucoup plus de rythme, ça a été beaucoup plus vite. Les choses se sont enchaînées de manière beaucoup plus fluide. Et en fait, c'est ce qu'il faut dans un Fatal 4-Way, c'est qu'en fait, il faut pas que quand deux catcheurs se battent, que ça soit trop long. Parce que bah, ça décrivise totalement ceux qui dorment. Parce que tu te dis, bah, en fait, tu es dans un match 1 contre 1, ils tiennent tout le match. Là, ils se prennent une droite, ils dorment pendant 5 minutes. Tu vois, c'est pas très crédible. Alors que quand les choses s'enchaînent très très vite, comme on a eu dans ce match, bah, je trouve que ça fonctionne quand même beaucoup mieux. Et mon pronostic, pour moi, c'était Braun Breaker. Je me suis dit, je vois Finn et Dominique se dissoudre, et j'imagine pas Penta devenir champion aussitôt, même si je peux me tromper sur ce point. C'est vrai que j'y ai cru au Penta qui pourrait devenir champion. Son frère a perdu la veille. Je dis peut-être qu'il peut gagner lui.
En plus, il fonctionne bien avec le public, donc je me dis, est-ce qu'ils vont vraiment tenter ou est-ce qu'ils vont garder Braun Breaker, qui est quand même un peu l'avenir de la compagnie, ou alors ils vont envoyer Braun Breaker vers le titre de champion du monde poids lourd, ça va dépendre de la draft et tout. Euh, mais, euh, mais voilà. En tout cas, le match était très très bon. Euh, oui, non, non, je croyais avoir oublié une phrase. Mais comme on s'y attendait, forcément, on a la dissension entre Dominic Mysterio et Finn Balor, avec notamment la trahison de Dominic Mysterio qui va tenter de placer son 619 sur Finn Balor, qui va le contrer. Et puis bon, bah là, on sait que c'était parti. Voilà, on a eu Penta qui nous a fait de la belle voltige. Et qui a été plutôt pas mal, beaucoup mieux utilisé qu'au Royal Rumble, hein, où j'avais été déçu, parce que Royal Rumble, c'est la première fois que je voyais Penta. Et bon, à part ses faire ces trucs, bon, vous le voyez pas, mais à part faire ces trucs, là, je sais pas trop comment il fait. Euh, voilà, c'était pas hyper intéressant. Le gars a juste fait préparer des affiches pour plus tard, et c'est tout. Que là, au moins, il a fait vraiment du. J'ai enfin vu catcher pour de vrai, c'était vraiment très cool. Même si j'avoue que j'ai préféré euh, la découverte de Rey Fenix que de Penta. Bon, vous voulez pas si vous préférez Penta, mais en tout cas, des deux, j'ai eu une préférence pour Rey Fenix. Voilà. En plus, j'ai vu les deux catcher dans le même week-end, dans des vrais matchs, encore une fois, entre guillemets. Donc voilà. Après, il faut dire que Chad Gable a pas mal sublimé Rey Fenix. Même si là, bon, à 4 c'est vrai que c'est un peu plus dur de vraiment briller autant que dans un match en un contre un. Mais je trouve qu'il s'en est quand même très bien sorti. Braun Breaker, pareil, hein, voilà, il nous a fait ses sauts, ses spears, ses machins, enfin, son, son ciseau de tête là, de la troisième corde, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, il nous a fait tous ces trucs habituels, très très forts. Et le finish du match, il est très symbolique, puisque de mémoire, je crois que c'est Penta qui est le premier à être dégagé du ring. Ensuite, Finn Balor prend le dessus sur Braun Breaker, enfin sur Braun Breaker ou sur Penta, un truc comme ça qui porte en portant son, son dropkick, puis son double stomp, là, son coup de grâce, voilà, je cherchais le nom sur Braun Breaker. Et au moment de vouloir faire le tomber, Dominic Mysterio, il envoie son Frog Splash et il fait le tomber sur Finn Balor pour conclure ce match. Et en fait, c'est hyper symbolique, quoi. Il fait le tomber sur son partenaire. Comme je disais, ça fait un parallèle avec Zarya et Sol Ruka qui sont arrivés en équipe dans le ladder match et qui se sont entraidés. Alors oui, elles se sont mis quelques droites à la fin parce que bah oui, au bout d'un moment, elles sont toutes les deux en dessous de la ceinture, en haut de l'échelle. Bon bah faut bien, voilà, qu'elles s'affrontent. Mais voilà, elles l'ont fait en étant en accord du coup. Bon bah allez hop, on est là, la ceinture est là, on n'a plus le choix, faut qu'on se mette dessus. Alors que Dominic Mysterio, il a clairement fait en traître. Et en plus, il fait le tomber sur Finn Balor, ça n'est pas pour rien. Alors après, que va faire Penta, que va faire Braun Breaker, je ne sais pas. Moi, je vois bien Braun Breaker aller sur le titre de champion du monde poids lourd. Et Dominic Mysterio, je le vois bien avoir un règne où il va être aussi énervant qu'à l'époque de son règne de champion nord-américain. Personnellement, j'avais kiffé le voir aussi énervant et tout, c'était trop bien. Donc à voir ce qu'il va donner là, voir sa rivalité avec Finn Balor, parce que là très clairement, je pense que sa première défense de titre sera contre Finn Balor, donc à voir ce que tout ça va donner. En tout cas, je suis très content pour Dominic Mysterio, parce que moi j'aime beaucoup, beaucoup Dominic Mysterio. Effectivement, dans le ring, c'est pas le meilleur, mais je kiffe son personnage, il arrive à se rendre détestable à souhait, et puis bah, c'est tout son travail de se rendre détestable, et il y arrive à la perfection, et moi j'adore. Et ensuite, le main event, Cody Rhodes contre John Cena pour le titre Undisputed. Donc, ma hype était de 70%. Mon pronostic, c'était que John Cena allait gagner. Ce que j'ai mis, il faut que Cena batte le record de Flair. Au bout d'un moment, ça fait des années et des années qu'on nous bassine avec oui, John Cena, Ric Flair, ils ont le même nombre de titres. Il faudrait que John Cena il batte le record. Au moins maintenant, c'est fait. On va arrêter de nous casser les couilles et c'est très bien. Et en même temps, il y a aussi le fait que je voulais voir un Reign Hill de John Cena, hein. On l'a toujours connu en Super Cena, un peu relou. Là, en Hill, il va être relou, mais pour des bonnes raisons, parce que son personnage l'exige.
Et là, ça va être cool. J'avais quand même mis que j'avais un peu peur qu'Hunter n'ose pas faire perdre Cody, parce que Cody c'est quand même le visage de la compagnie actuellement. Donc j'avais un peu peur qu'il ose, enfin qu'il n'ose pas, et finalement il a osé. Et ben le match en lui-même, c'était pas dingue dingue. En plus, il a duré au moins une demi-heure, hein, je pense. Combien de temps? 25 minutes. Putain, 25 minutes, ça m'a paru beaucoup plus long. Parce que, bah, en fait, le problème du match, c'est que bon, bah, John Cena, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas catché aussi activement. En plus, dans un match en 1 contre 1. Je trouve que c'était long. En fait, c'est dommage, c'est que c'était lent, c'était long. Alors, le personnage de John Cena est fait pour, hein, au début, à chaque fois qu'il prend des coups, il sort du ring et tout pour gagner du temps. Enfin, bref, il a une façon de combattre qui est hyper intelligente pour un personnage heel et qui change totalement de sa façon de combattre quand il était face. Notamment, comme il disait les commentateurs, quand il était face, il courait partout, il était tout excité. Alors que là, il prend son temps, il marche, il se promène. Bref, le personnage de John Cena, il est vraiment très 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 cool. Voilà, bon, Cody Rhodes, il fait ses trucs habituels. Euh, mais le problème que j'ai, bah, c'est que le show, je veux dire, tu viens quand même de taper 3 heures de show. Faut se mettre en place que nous, en France, moi je l'ai vu en rediff, hein, mais imaginez quelqu'un qui regarde en direct, ça commence à 1 heure du matin, il est déjà 4 heures du mat, t'es là et puis t'es en mode, avec un match comme ça qui est quand même assez mou, je veux dire, c'est chaud. C'est chaud, hein. Quand de l'autre côté, t'as le triple straight la veille qui défonce tout, où t'as beaucoup d'action, du storytelling et tout, et puis que là, d'un coup, t'as que le storytelling, et encore qui est beaucoup moindre que la veille, et que le catch est assez lent, assez. Voilà. Je veux dire, c'est un peu dommage. Après, c'est mon avis. Voilà. Après, j'ai quand même bien aimé le match, mais je pense qu'il aurait été mieux en main event de la nuit 1 et qu'en main event de la nuit 2, on ait la trahison de Paul Heyman parce que bah, je trouve qu'en termes de match, le triple threat était un meilleur main event. Et en termes de pop, bah, en vrai, les deux victoires ont pop autant l'une que l'autre. Donc là-dessus, c'est plus difficile de juger. Mais je pense qu'en termes de combat pur, je pense que le triple threat aurait dû terminer WrestleMania et ça aurait donné un meilleur moment, même si bon, on parle quand même de Paul Heyman qui trahit deux de ses anciens amis. Mais voilà, donc John Cena qui devient champion, qui a tenté de profiter d'un arbitre KO pour tricher, voilà, mais qui ne suffira pas. Et finalement, je sais. Ah oui, c'est parce qu'il y a l'intervention de Travis Scott, lui. Je sais pas ce qu'il fout là, j'aime pas Travis Scott. Enfin, je connais pas sa musique, hein. Je parle juste par rapport dans le catch. Je trouve qu'il a rien à foutre là. Quand il arrive avec The Rock et tout, dans la trahison et machin, je voyais pas ce qu'il foutait là. Bref, je vois pas ce qu'il fout là du tout. Là, il vient pour intervenir, ça aurait été plus logique que ce soit The Rock. Là, c'est Travis Scott qui vient, juste pour en plus se faire défoncer par Cody Rhodes. Et puis voilà. Bon, le mec, vraiment, inutilité fois 1000. Mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, ça permettra à John Cena quand même de gagner avec ce nouveau personnage. Une chose qui m'a fait douter, c'est quand même, enfin, plutôt qui a enlevé mon doute, c'est l'histoire de CM Punk, qui effectivement était devenu champion de la WWE et avait quitté la compagnie en étant champion. Effectivement, ça fait que j'ai enlevé mes doutes sur le fait que John Cena ne pouvait pas gagner. Au début, j'avais des doutes et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que quand ils ont reparlé de CM Punk, qu'il avait gagné le titre WWE, qu'il était parti en ayant le titre, et que du coup, ben, en fait, on peut clairement faire la même chose avec John Cena. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est bon, John Cena, il a gagné. Et effectivement, il a gagné, c'était très cool. Bref. Donc, on a quand même eu un show, enfin, même 2 shows, un peu trop prévisibles, qui me gâchent pas le plaisir des matchs que j'ai vus, mais c'est vrai que quand on regarde pour Stand and Deliver, j'ai bien pronostiqué 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs sur 7. C'est quand même énorme. Il n'y en a qu'un seul où je me suis trompé. Bon, en même temps, j'avoue que j'aurais jamais parié sur Tatum et Gigi, même si, encore une fois, vous savez, j'adore Tatum. Sur la nuit de WrestleMania, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5.
six bons pronos sur 7 à nouveau. Donc ça fait un ratio de 12 bons pronos sur 14 matchs, c'est quand même énorme. Et sur la nuit 2, alors je compte pas le match de Randy Orton, ce que j'ai pas pronostiqué, parce que bon, bah voilà, c'était bien évident que Randy Orton il gagnerait son Open Challenge, quoi. Mais comme je savais pas qui allait être en face, j'ai pas pronostiqué. Mais sur les 6 matchs que j'ai pronostiqués, bah, j'ai eu un 2 3 allez, 3 bons pronos sur 6 enfin 3 oui, 3 bons pronos sur 6. Donc ça fait 15 bons pronos sur 20 matchs. C'est 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 quand même fou. Il y en a où j'aurais pu avoir un bon prono parce que en vrai, Drew McIntyre, si j'avais mis mon envie plus que ce que je pensais compagnie allait faire, j'aurais eu un 16e bon prono. Donc voilà. Donc encore une fois, ça prouve que oui, Hunter est méga prévisible de fou, mais ça n'empêche pas de passer des bons moments devant les matchs. À noter que, encore une fois, j'ai trouvé que Stand and Deliver était plus divertissant que NXT. Que NXT. Stand and Deliver, c'est NXT. Mais que Stand and Deliver était plus divertissant que WrestleMania, hors exception, comme le Triple Straight que Rollins a gagné. Voilà, c'est mon avis personnel. Donc je vais m'arrêter là. De manière globale, j'ai quand même passé un bon week-end catchesque. Voilà, même si ça fait quand même beaucoup à manger, hein. Je pense qu'il y a bien eu presque 10 heures de catch à bouffer, donc c'est quand même lourd. Mais c'était cool. J'ai passé des bons moments, des moins bons moments, voilà. J'ai eu de la joie, de la frustration, voilà, un peu de tout. C'est ce qui fait la beauté du catch, hein, d'apprécier des résultats, de ne pas en apprécier d'autres et tout. Voilà, c'est vrai que quand j'en parle, voilà, je peux être un peu dur ou des choses comme ça, mais voilà, c'est la beauté du catch aussi, hein, de pas toujours être d'accord avec les décisions, de débattre autour. Et c'est pour ça que bah, je vous demande de liker, de vous abonner et surtout de mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de Stand and Deliver si vous l'avez regardé et de WrestleMania, du 1 nuit 2. Voilà. Vous pouvez parler de tous les matchs, de choses qui vous ont le plus marqué parmi ces matchs. Voilà, je ne parlerai pas de l'acquisition de la triple A ou de choses comme ça parce que je m'y connais pas suffisamment. Voilà, Sturi en a parlé. Pareil, assez brièvement, donc voilà, il pourrait plus facilement en parler, il a dit des choses intéressantes, mais moi, encore une fois, je connais pas suffisamment, même si, encore une fois, effectivement, s'il y a bien une chose qui me fait chier, c'est que le champion là-bas, c'est Alberto Del Rio, et on sait à quel point Alberto Del Rio, c'est une ordure. Mais on verra, parce qu'il y aura le Worlds Collide au mois de juin, qui mélangera la triple A et NXT, donc on verra ce que ça donnera. En tout cas, on va s'arrêter là. N'hésitez pas, encore une fois, à liker, vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous ferai une vidéo sur Alexa Bliss pour vous dire pourquoi je ne suis pas pour qu'elle reste avec la Wyatt Six. Voilà. Donc passez une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.